si l'on parlait de ce que l'on ne s'est jamais dit? Arracher la parole au silence. Alors que le soleil se lève sur le jardin de mes peurs, de l'ignorance. Illuminer les coins obscurs du labyrinthe de ma liberté. Si maman m'avait dit. Bonjour amis du jour, bonsoir amis du soir, c'est Diane Audrey, bienvenue sur mon podcast Si maman m'avait dit, un podcast qui nous invite à nous découvrir et à nous connecter à l'essentiel. Je crois que nous avons tous eu ce moment où on aurait aimé que maman nous dise ce petit quelque chose. Alors, je suis contente parce que c'est le premier épisode de la saison 2 et vous avez tellement été motivés, tellement enthousiastes à l'idée de cette nouvelle saison que je suis ravie de faire mon retour. Pour cette nouvelle édition, cette nouvelle saison, on a décidé de ne toujours pas avoir de sponsor, mais on vous invite en tout cas à nous soutenir via la plateforme Tipeee, en tapant dans la barre de recherche Si maman m'avait dit. Et pas de panique, je partagerai aussi le lien dans la présentation de chaque épisode. Je profite pour vous rappeler que le podcast est disponible sur toutes les plateformes, Google, Spotify, Apple ou encore la plateforme Encore ou Anchor qui nous héberge. Aujourd'hui, mon invitée est gabonaise et elle s'appelle China Donia. Coucou China. Bonjour Diane. Comment ça va? Très bien et toi? Ça va. Je suis contente de t'avoir dans le podcast. Je suis encore plus contente que tu sois la première invitée. Et je n'en reviens même pas d'ailleurs d'être la première. Oui, j'ai vu dans tes stories il y a quelque temps que justement tu parlais pas mal de ta maman, de ce qu'elle a pu ou qu'elle ne t'a pas dit. Et je me suis dit mais comment ne pas commencer cette saison avec toi? Et naturellement, la question traditionnelle que je pose toujours à chacun de mes invités, c'est de savoir qu'est-ce que tu aurais aimé que ta maman te dise? Tant de choses. D'ailleurs, quand j'ai découvert ton podcast, comme tout le monde l'année dernière, il y a quelques mois, je me suis dit c'est fou parce que toutes les fois où j'évoque ma mère sur les réseaux sociaux et notamment Instagram, j'en parle sous le spectre d'un livre que j'écris depuis 3 ans déjà et que je vais peut-être encore écrire pendant des années parce que je n'en vois pas le bout. Et le titre du livre, c'est justement tout ce que j'aurais voulu que ma mère me dise, mais la vie ne nous en a pas laissé le temps parce que ma mère est décédée il y a 15 ans. Et d'ailleurs, c'est son anniversaire demain. Donc, c'est une très jolie date pour enregistrer ce podcast. Et j'ai des moments comme ça où je me dis, il y a tant de choses en fait. Mais pas seulement j'aurais voulu qu'elle me dise, que j'aurais voulu lui demander pour qu'elle puisse me les dire. Et quand tu m'as posé la question, je t'ai répondu, il me semble, de tant de choses. Mais je vais essayer de synthétiser. Et la première, c'est... j'aurais voulu qu'elle me dise que je suis jolie. Parce que personne ne me le disait quand j'étais enfant. Ma mère, comme le reste de ma famille, sont noirs. Et moi, je suis un enfant issu du métissage. Et j'ai grandi avec cette particularité qui était moquée. D'avoir la peau plus claire que les autres. Non pas qu'il n'y avait pas de personnes à la peau claire dans ma famille, parce qu'on le sait, chez les Noirs, il y a plusieurs carnations. Au Gabon, on va appeler les gens très clairs de peau bruns, quand ils sont clairs de peau sans être... Au Cameroun aussi. Voilà. Et donc, moi, du fait d'être presque brune, mais pas brune, j'étais toujours moquée et je ne le comprenais pas. Et j'ai longtemps pensé, étant enfant, que je n'étais pas jolie, parce que je n'étais pas noire ou je n'étais pas brune, mais parce que j'étais métisse. Et donc j'ai très mal vécu cette enfance-là du fait de ma couleur de peau, parce que mon métissage semblait être aussi la raison pour laquelle je ne correspondais pas aux critères de beauté qui vont au-delà de la peau. Donc la morphologie, le visage, les traits, l'ossature, tout un tas de choses. Je n'avais pas le corps de mes cousines du même âge, par exemple. Et plus on rentrait dans l'adolescence, plus la différence était accentuée. Donc moi, j'étais toujours d'abord maigre enfant, et puis ensuite très, très athlétique, pour pas dire maigre. Et c'était constamment moqué. Donc j'aurais voulu que quelqu'un, et en particulier ma mère, me le dise directement. Elle le disait, mais jamais à moi. Et il y avait une forme de pudeur de la part de ma maman à ne pas, devant ses cousines, complimenter son enfant, comme s'il fallait devant les tiers un peu rabaisser son enfant, un peu ne pas trop faire d'atalacou sur lui, pour ne presque pas attirer les regards sur lui. Un peu gronder son enfant avant que les autres ne le grondent, un peu déprécier son enfant avant que les autres ne le déprécient. Et je n'ai jamais compris cette manie-là.
Et quand ma mère disait du bien de moi physiquement, c'était pour dire « Ah, mais quand Sheena ira en France, elle va travailler pour Yves Saint Laurent, parce que si Yves Saint Laurent la voit, il va l'embaucher. » Alors, ma tête d'enfant qui a 8 ans, Yves Saint Laurent, j'entends saint. Moi, je descends d'une famille de pasteurs. Mes grands-parents, arrière-grands-parents, arrière étaient des pasteurs protestants. Donc, je me suis dit, c'est un ange quelque part, mais je ne trouve pas le passage biblique en question. Et que fait-il à Paris? On s'en fait trop ciel. Et je me dis, il fallait un ange de Dieu pour me dire demain que je suis belle. Il fallait que je trouve le chemin de Paris. Mais c'était un cheminement dans ma tête d'enfant. Et ce que ma mère ne me disait pas, que j'ai compris plus tard, en fait, Saint Laurent célébrait les femmes qui me ressemblaient, des femmes noires et minces. Et que oui, je correspondais aux critères de beauté de Katusha. Et un jour, j'ai entendu le nom Katusha et ma mère disait, Sheena ressemble à Katusha. Ensuite, elle a enchaîné pour dire, Katusha est belle, hein, Katusha comme ça, comme ci, comme ça. Et j'ai fait le lien mathématique dans ma tête. En fait, ma maman me trouve jolie, mais elle ne me le dit pas directement. Et j'ai fait la paix avec cette idée, mais j'aurais voulu que ma mère, et d'ailleurs ses cousines, mes tantes, tout le monde me dise un jour, pas particulièrement parce que c'est jour de fête et qu'on est bien habillé, mais ah, ma fille, tu es belle, hein. Mais tu dis, ah, pourquoi tu es mince comme ça, là? Ah, mais pourquoi tu n'as pas les hanches comme ça, là? Ah, mais pourquoi tu... Et c'est lassant. Et on entre dans sa vie de femme et d'adulte en n'aimant pas le corps dans lequel on est, parce qu'on a subi tant de réflexions sur le fait d'être trop grande, pas assez grande, trop petite, trop noire, trop jaune, trop rouge. Il y a toujours quelque chose. Et mon premier message, ça aurait été celui-là à ma mère et à toutes les mères qui nous écoutent. Dites à vos enfants qu'ils sont beaux tels qu'ils sont. Moi, j'ai une fille aujourd'hui qui marche sur une crasse, hein, c'est-à-dire mince, encore plus claire de peau, qui va devoir se battre pour rentrer dans un moule, un ordre établi en termes de critères de beauté chez nous en Afrique, mais elle ne va pas faire ce combat parce que j'ai fait le travail. Et je me contente pas de dire à ma fille qu'elle est jolie ou quoi, mais oui, quand je lui dis, je dis, oh là là, ma petite est tellement belle, ah, ça me pique les yeux, est-ce que je peux avoir mes lunettes de soleil? Oh, tu brilles trop comme le soleil. Et oui, elle a 12 ans. Mais elle ne souffre d'aucun complexe physique parce que j'ai tellement rabâché dans ses oreilles ces mots nécessaires quand on est une femme. J'aurais voulu que ma mère me dise que je suis jolie. Alors, moi, j'aimerais beaucoup que tu partages avec moi qui était justement la petite fille jolie et intelligente que tu étais. Ah, ça, c'est l'autre chose que j'aurais voulu qu'on me dise. Que je suis intelligente. Que je le suis même d'une manière très vive. C'est à l'école que je l'ai appris, mais j'ai appris à lire seule très vite à 5 ans. Je ne m'explique pas comment. Et je me souviens par contre de cet épisode où ma mère était en train de brag devant des voisines en disant « Ah, mais Sheena lit l'union ». Et l'union, c'est comme chez vous, fraternité matin, mutation. Chez nous, c'est mutation. Au Cameroun, tribune. Fraternité matin, ça va être en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire. Bonjour, je dis pas rien. Mais je me souviens, je lisais le journal. Je me souviens quand on était en voiture, je décodais les enseignes sur les immeubles. Je lisais. Je ne sais pas comment j'ai appris à lire. Et j'entendais ma mère dire, oui, mais l'enfant la lit. Et une des voisines disait, oh non, c'est faux. On m'a donné le journal, j'ai lu, mais sans respirer parce que je ne connaissais pas la ponctuation. Et je pense, j'ai bugué, il y avait un mot avec un PH. Ça devait être pharmacie, quelque chose comme ça. J'ai dit pharmacie. Et l'autre s'est accroché à ça pour dire, oui, mais elle ne sait pas si bien lire. Ma mère m'a défendue en disant que c'est de la mauvaise foi. Parce que voilà. Mais j'étais très vive. Je compilais très vite. Et puis, quand il a fallu aller à l'école, donc en CP à 5 ans, tous les jours, je rentrais. Parce que chez moi, on parlait le français. On ne parlait pas le français à la maison. Mais je comprenais le français. Pareil, on regardait la télé, on comprenait le français sans parler. Et je revenais avec, je sais pas, 20, 30, 40 nouveaux mots. Et je voulais toujours les tester. Maman, la maîtresse, alors j'avais un bon accent enfant. La maîtresse, ça vous donne, hein. Et les calculs, mais... Et je pense, si j'avais eu des parents qui avaient décelé que j'allais plus vite que la musique, on m'aurait fait sauter une classe. Ce qu'on a fait d'ailleurs, j'ai sauté le CM1. On m'a mis en CM2 directement. Et c'était ma maîtresse de CP, la maîtresse Mexence, et ma maîtresse de CM2, la maîtresse Chantal, qui me donnait toujours plus de travail que les autres parce qu'elle voyait que je finissais très vite. Et ça, personne n'allait me praise pour ça à la maison. Et j'avais tellement envie d'en savoir toujours plus, va trouver un livre. Et si on me trouvait en train de lire, on me l'arrachait. On me disait, va balayer les feuilles qui sont tombées sous le manguier, va laver les machins. J'avais tellement envie de savoir des choses, mais chez nous, c'était pas important. Ce qui était important, c'était d'être jolie. Mais encore une fois, comme moi, je rentrais pas dans la case jolie quand on est une fille. J'étais déboussolée par rapport à ça et j'aurais voulu que maman et d'autres personnes de la famille, et quand mon bulletin arrivait, hein, c'était un acquis. Première de la classe, deuxième de la classe. D'ailleurs, petite anecdote, le feu président Omar Bongo, à partir de 86, donc j'étais en CE2,
avait instauré un système de remise de cadeaux à tous les enfants premiers de la classe des écoles publiques et privées du Gabon. Et du coup, cette année, j'étais la seule enfant de la famille qui était allée à la présidence. Et je me souviens l'attraction que j'étais quand je suis rentrée du palais. Tout le monde voulait me toucher. Tu as touché Bongo avec quelle main? J'étais tellement fou. Non, mais c'est pas ça le pire. Je me souviens quand ma mère m'a préparé, on m'a fait des tresses à la Serena Williams à l'époque, quand elle mettait des perles aux couleurs du Cameroun. Moi, c'était vert, jaune, bleu, 3 couleurs du Gabon, dans les nattes. Mes chaussures étaient jaunes, je me souviens. Ma robe était bleue. Je pense qu'il y avait des pompons verts, sans compter les permis d'un patriotisme, tu peux pas. Et les chaussures me faisaient mal aux pieds en plus. Et ma mère me disait, voilà, tu faut pas aller jouer là-bas, hein, faut m'assurer de toi. Tu dis bonjour, monsieur le président. Et je me souviens, elle essaie de me faire glisser limite un message pour dire au président que est-ce que tu peux nous sortir de la merde? Genre, tout en rajoutant par-dessus qu'il a des lunettes qui lui permettent de voir les gens nus. Donc, faut faire attention parce que il voit les esprits des gens. Et du coup, je marchais en crabe. Ma mère me dit, faut pas marcher face. En crabe pour m'avancer vers le président. Mais imagine, mais de profil. C'était tellement surréaliste. Et des fois, en grandissant, je me disais, mais mes parents, avec leur niveau de croyance, je peux pas envie de dire limité, mais très, très élevé dans tout ce qui est occulte, voir le mal partout. Si ma mère voulait sortir et qu'il pleuvait, elle allait blâmer de ses temps. Ça, c'est encore Maman Tel, bon, je ne dis pas son nom. Ça, c'est toujours elle a tout me chercher, problème dans ma vie. Moi, j'allais sortir là. Et moi, je me souvenais qu'on avait appris la météo, comment ça fonctionnait, l'évaporation de l'eau, l'accumulation dans les nuages, c'est ça qui causait la pluie. Mais je n'osais pas aller dire à maman, je suis pas sûre que ce soit Mamie Tel. Mais cette appétence que j'avais pour les livres, pour l'école, j'aurais voulu aussi peut-être pas qu'on la glorifie, mais qu'on l'encourage. Et on a essayé de toujours m'envoyer faire des choses plus utiles que d'apprendre. Et du coup, j'ai été une très bonne élève. Tous mes professeurs de collège et lycée le diront. J'étais une élève brillante. J'ai représenté le lycée Léon-Bas à des concours, par exemple. Mais avec le recul, je me dis, j'aurais pu faire tant de choses si j'avais grandi dans une famille où on poussait les enfants. Mais sans effort, je révisais pas. Je n'ai aucun souvenir de m'entraîner à réviser. Il me suffisait d'aller à l'école, j'écoutais, voilà, et puis je faisais mes devoirs. Quand il y avait un contrôle après, je m'en sortais très bien. Mais j'aurais voulu ça, qu'on célèbre les enfants qui aiment les livres et qui ont faim de livres puisqu'ils ont faim de bédoum, de pain au chocolat. Je rêvais, j'avais une tante, les enfants avaient une bibliothèque avec tous les 6 compagnons, les Martines, tous ces trucs. Et quand j'allais chez elle, je regardais pas la télé et tout. Je lisais le plus grand nombre de livres que je pouvais lire avant de rentrer. Et quand j'avais pas fini un livre, alors là, Diane, dans ma tête, c'était qu'est-ce qu'est la suite? Qu'est-ce qu'ils ont fait? J'étais cet enfant qui avait tellement soif de connaissances. Et ouais, j'aurais voulu que ma famille me demande pardon, à la limite, de ne pas m'avoir laissé me nourrir de livres, de connaissances, à défaut de me nourrir, moi, de cette culture-là qu'on peut trouver dans les livres. Mais je remercie ma mère et mes parents gabonais parce qu'ils ont infusé en moi, par contre, la culture africaine. Et pour ça, je sais aussi beaucoup de choses qu'on ne trouve pas dans les livres. Comment, cette enfant, cette jeune fille que tu étais, quels étaient ses rêves, comment tu occupais ton temps? Bon, là, j'ai compris que tu allais souvent chez une tata, mais les tatas, c'est souvent... rare, hein? Voilà, c'est ça. Oui. Non, alors nous, on vivait à la mission protestante de Baraka. Mon grand-père, le feu pasteur Samuel Noësson, était le président de l'église évangélique du Gabon. Donc, on vivait dans un quartier où il y a l'église protestante, le cimetière protestant, l'école privée protestante dont ma grand-mère était la directrice. Donc, si vous êtes des enfants du directeur ou de la directrice, vous tenez à carreau. Et pour s'assurer que ce n'est pas ces enfants qui vont lui faire la honte, mamie rentrait dans les classes de manière impromptue. Elle mettait une division au tableau 756 divisé par 23. Elle fait semblant de chercher dans la classe. Et puis elle te pointe du doigt directement. Donc des fois j'entendais des hurlements dans les classes d'à côté. C'était ma cousine Arlette qui prenait chef. Et puis quand c'était mon tour, bon, mamie savait que j'allais m'en sortir, du coup elle me corsait le truc. Et finalement elle jouait ce jeu-là, de toujours me pousser. Mais on était vraiment... Et en plus, la maison était accolée à la cour de l'école. Donc on était vraiment que là, on allait à la chorale des enfants, les Séraphins de Baraka. À Noël, on jouait les rois mages, la Vierge Marie, ce genre de choses. On était à l'église le dimanche. On était les enfants du pasteur. On était vraiment circonscrits à ce quartier. Nos voisins étaient les enfants de pasteurs ou de diacres. J'ai découvert le reste de la ville vraiment quand je suis allée au collège.
Si on quittait la maison en voiture, c'était pour aller rendre visite à un membre de la famille en voiture, donc tu vois un peu le chemin habituel. Mais c'est quand je suis allée au collège, le collège était à l'autre bout de la ville, pas très loin de l'aéroport. C'est là que je me rendais compte à quel point la ville est grande, mais c'était un cocon, très bien, qui a fait cette éducation religieuse-là. Et puis beaucoup d'ailleurs de familles de pasteurs étaient fins comme nous. Donc on parlait tout le temps enfant, il y avait cet ancrage très religieux et culturellement fin. Ça a été ça mon enfance. Et si on voyageait, l'été, si l'école se terminait vendredi, samedi on est tous dans le pick-up. On allait au village, direct. Et on revenait la veille de la rentrée avec les chics aux pieds pour ceux qui ont chopé les chics, les poux dans la tête pour ceux qui les ont chopés. Mais c'était cette routine-là, quoi. Est-ce que tu connaissais ton père biologique? Non. Quand tu étais... Non, j'ai grandi avec aussi ce silence absolu. Je connaissais son nom. J'entendais des histoires sur lui. Donc ma mère l'a rencontré à Bitam, pas du tout en ville, donc dans notre village. Et c'est une célébrité là-bas, il est très connu. J'ai retrouvé mon père des années après. Mais quand je me promenais dans la ville, pareil, à cause de cette spécificité-là, tout le monde savait que j'étais l'enfant du blanc. Et moi, le Costa, l'enfant de Costa. Il n'y a pas une personne de la génération des années 70 qui ne connaît pas Robert Costa. Mon père jouait dans l'équipe de foot locale. Il en était l'équipementier, il en était le sponsor, il en était le manager, il jouait, il était dans plein de business. Mon père parle parfaitement le fan, il était totalement intégré à cette ville-là. Donc, quand moi je suis née après son départ, les gens de la ville me retrouvaient un petit peu en lui. Et oui, on m'appelait toujours la fille de Costa. Donc, il y avait cette histoire très jolie d'un homme qui est venu, qui a aimé le Gabon. Et ensuite, silence, ma mère n'en parlait pas. C'est quand je suis venue faire mes études en France que je me suis dit, voilà, on s'est dit, tiens, je vais quand même le chercher parce que j'avais tellement peur de poser une question à ma mère et me dire, je peux me prendre une mandale comme ça parce qu'elle va être mal lunée. Et effectivement, quand j'en ai parlé à ma mère au téléphone, donc moi à Toulouse, elle au Gabon, je me suis dit, je suis assez loin pour ne pas recevoir une babouche ou autre chose. Et effectivement, la réaction que je craignais, ma mère l'a eue. Qui était pourquoi tu vas chercher quelqu'un qui n'était pas là pour toi, je ne suis pas assez bien, etc. Et j'essayais de boucler une boucle, maman, de comprendre. Oui, mais tu vas savoir quoi, Elle était tellement agressive, j'ai abandonné l'affaire, je me suis dit, oula, pardon. Et puis ma mère, c'était mon premier amour, c'est le parent sacré, c'était ma mère et mon père, donc je me suis dit, je ne veux pas la décevoir. Et je ne veux pas mentir et le faire en cachette d'elle, et c'est vraiment par hasard. J'ai retrouvé mon père, mais ma mère était déjà décédée, donc je me dis, bon, elle n'avait pas trop m'en vouloir. Je n'ai pas cherché. Tu l'as trouvé par hasard comment? Sur YouTube. Ah bon? Non, c'est une vidéo YouTube que quelqu'un avait postée sur ma ville natale, justement Bitam, et quelqu'un a commenté. Et la personne qui a commenté le connaissait. Et c'est la mère de mon frère. Donc, mon père s'est marié par la suite. Il a eu un fils, donc mon petit frère. Les deux sont divorcés aujourd'hui. Mais celle qui dit, ah oui, machin, non, j'ai habité là-bas avec mon ex-mari a vécu là-bas dans les années telle et tout. Et c'est le même nom et le même prénom. Je me suis dit, what in the name of Jesus is happening here? Et du coup, je la contacte, parce que YouTube, dans les commentaires, tu peux écrire à la personne. Puis alors, je me suis dit, allez, one shot. Soit elle va m'envoyer bouler, soit elle va faire comme si elle n'a jamais eu mon maître. J'ai tout écrit, ma vie, je m'appelle telle, c'est ça. Et surtout, j'ai mis des photos de moi, petite, moyenne, grande aujourd'hui, mes enfants, tout. Et je pense, en 3-5 minutes, mon numéro de téléphone, évidemment, mon téléphone a sonné. Allô, China, c'est Martine. Aussi simplement que ça. Et de la même manière, je discuterai avec toi, jusqu'à aujourd'hui, quand c'est la mamie de mes enfants. D'ailleurs, le fondant au chocolat que je t'ai emmené, c'est une de ses recettes, tu vas voir, c'est une tuerie. Oh, wow. C'est incroyable. Ouais, c'est une deuxième maman. Enfin, j'ai plein de mamans, j'ai mes tantes, les grands-mères, mais c'est une femme juste adorable. Et ton père, tu l'as vu? Non, c'est un choix que j'ai fait aussi. Parce que quand on grandit, on n'a plus le même regard sur la vie comme quand on est enfant. Mais j'ai son numéro, on s'est parlé, et puis j'ai choisi de ne pas nourrir cette relation-là. Et ça n'a rien à voir avec ma mère, mais je fais partie des gens qui pensent qu'il faut mériter d'être dans ma vie. Et j'ai beaucoup de proches, des gens avec qui je partage le même sang, que je ne laisse pas respirer le même oxygène que moi. Ça peut sembler prétentieux, mais c'est pour préserver ma santé mentale, c'est pour préserver, ne pas avoir trop d'attentes vis-à-vis des gens. Et du coup, je ferme.
je ferme la porte à beaucoup de choses. Et là, toi, maintenant qui a eu 40 ans, tu t'es pas dit, pour mes enfants, j'aimerais savoir, vu que tu... Si, c'est après avoir eu toutes ces explications-là avec lui, en fait, que je me suis dit... Que tu ne veux pas nourrir. Non, qu'il va les décevoir, comme il m'a déçu. Je voulais pas que mes enfants s'attachent à un papy qui n'est pas forcément un papy, qui n'a pas forcément envie de jouer ce rôle-là. Pour info, mon père est un très bel homme. Imagine le rital italien séduisant. Voilà, imagine cet homme-là qui vieillit pas, Mon père est assez autocentré, je ne le dis pas méchamment. Et je voulais pas avoir d'attente, que je savais d'avance qu'il n'allait pas me satisfaire. Je voulais pas que mes enfants soient déçus, qu'ils ne trouvent peut-être pas de temps pour eux, qu'il est très concentré sur sa vie et sa nouvelle compagne, qui avait l'air aussi très angoissée par cette fille qui arrive, qui n'est pas une enfant, qui est une femme, qui sait ce qu'elle veut. Et je voulais pas qu'elle s'inquiète de quoi que ce soit. Elle dit, pardon madame, vite allez ton gars, moi je... Et puis quand on est enfant, on fantasme sur le parent qu'on connaît pas. Tu avais fantasmé sur ton père? Non, j'avais rien à quoi m'accrocher, j'avais strictement rien. Le premier blanc dans ma tête, machin, c'était lui de Funès. C'était, voilà, qu'on voyait tous les jours à la télé au Gabon, noir et blanc. J'avais du mal à imaginer mon père et comment, il fait quoi. J'avais rien, absolument rien. Et puis finalement, d'avoir tout, mon père c'est la copie crachée de mon fils, mon deuxième fils. Et du coup, quand je regarde mon fils, je me dis, bon, en fait, mon fils me ressemble. Donc, du coup, ce qui fait de moi une copie féminine de mon père. Et qu'en fait, je cherchais mon père, mais il était en moi, là, depuis. Et il était dans ce corps, voilà. Athlétique. Voilà. Long. Et des fois, on me dit, t'étais là comme ton père, t'étais long, voilà. C'était là. Mais personne ne me le disait. Mais j'avais trop d'attentes. Et je savais qu'il allait... Et je pense que mon modèle paternel est très africain. Il est dans mes oncles, il est dans cette sagesse bantoue. Les conversations que j'avais avec mon père étaient sur d'autres sujets, quoi. Puis il avait tendance à blâmer d'autres personnes pour beaucoup de choses. J'aime pas cette attitude non plus. Quand on est adulte, même vis-à-vis de mes enfants, je refuse. Oui, mais c'est pas moi, c'est l'adulte. Ta part à toi, c'est drôle, quoi. Oui, mais je dis ta part à toi, c'est quoi? Et non, mais j'aime mon père de tout mon cœur d'enfant et je veux qu'il vive le plus longtemps possible, mais je suis du genre à aimer les gens de loin. Voilà. Mais je n'empêche pas les gens de faire leur part. Quel était, justement, pour revenir à la petite fille que tu étais, tes rêves? Tu avais des rêves? D'être médecin sans frontières. Oh, et ça, c'était à cause des infos. À l'époque, il y avait la guerre en Somalie. Et c'est la première fois que je voyais à la télé des gens dont j'avais l'impression que c'est ma vraie famille. Des enfants faméliques. J'étais pas aussi maigre que ça, mais j'étais quand même une enfant très maigre. Et qui avait ma couleur de peau, qui avait mon visage, qui avait mes cheveux, qui me ressemblaient tellement. Je me disais, c'est forcément mes parents. J'ai dû atterrir ici par erreur. Mais j'avais une imagination très fertile. Et j'essayais d'imaginer la Somalie, c'est où? Mais comment je suis arrivée là? En même temps, c'est que ma mère, c'est ma mère. Mais je me dis, il y a forcément un lien de parenté avec eux. Et puis, c'est comme ça, je suis tombée amoureuse aussi de Bernard Kouchner. Parce que c'était l'époque où on le voyait beaucoup sur ces foyers de guerre-là. Je trouvais, il était comme Jésus, puis il était beau, Bernard Kouchner. Ouais, jeune ouais. Ouais, très très beau. Et je le trouvais, il sauvait les gens, les enfants qui souffraient. Je voulais faire ça. Je voulais être une China Bernard Kouchner. Je voulais aller sauver mes cousins de Somalie. Je voulais soigner des enfants. Et puis bon, là, la puberté est arrivée. Et puis les garçons ont fait que je me suis détournée des mathématiques complètement. Je ne savais pas qu'après la troisième, si j'avais pas une moyenne supérieure à 12, il me semble, en maths et physique, et sciences naturelles aussi, bah, on allait en filière éco ou littéraire. Moi, je me disais, j'irais en seconde S, quoi. Bah non. À la rentrée, je me suis dit, mais c'est quoi cette histoire? Personne ne m'a prévenu. On m'aurait dit, j'aurais été moins assidue sur les terrains de basket où les garçons jouaient, et plus dans mes livres de maths. Mais les hormones démangeaient. Puis il y a toujours un mignon ou deux là. Et puis non, et puis je passais beaucoup de temps avec les copines, mais comme je t'ai dit, je révisais pas beaucoup. Et du coup, je faisais le strict minimum, et les maths, la physique et le reste n'étaient pas les matières que j'aimais le plus. Et c'est comme ça que je suis passée à côté de ma carrière de China Bernard Kouchner, à mon grand désarroi, mais on m'a envoyée en seconde économie.
Et je me suis dit, bon, bah, qu'est-ce que je vais faire là-bas? C'est quoi les perspectives? Dans nos lycées, c'est pas là-bas que vous avez un conseil d'orientation. Moi, je suis arrivée jusqu'en terminale sans avoir une idée claire de ce que je veux faire. Et puis un jour, j'ai rencontré un monsieur, je sais qu'il est camerounais, je ne me souviens pas de son nom, qui travaille dans la mode, je pense que c'était pour la nuit de la mode africaine à Libreville. Et une amie défilait, moi j'étais allée avec elle, il me demandait si je suis mannequin ou pas. Je lui dis non, pas du tout. Je viens de passer mon bac, j'attends mon attestation de bourse. J'allais déposer mon dossier, je sais plus, il me dit vous voulez faire quoi comme étude? Je lui dis je sais pas. Et il m'a dit essayez relations internationales ou communication, je pense que ça vous irait bien. Je n'avais jamais entendu, je sais pas, c'est des métiers ou quelque chose. Et j'ai dit mais qu'est-ce que c'est? Il m'a expliqué un petit peu, c'est la première fois que j'avais un adulte qui me donnait des perspectives d'avenir en termes de formation. Et j'ai trouvé que communication m'allait bien parce que, alors, j'ai une mauvaise compréhension de la com. Il me dit comme je parle beaucoup, ça va m'aller. Communiquer, je n'ai pas parlé beaucoup. Je l'ai appris plus tard, au bout de quelques semaines en première année, mais je me suis rendu compte que c'était un métier qui m'allait parfaitement. Et c'est comme ça que je suis allée ensuite à Toulouse, où j'ai fait un BTS en com. Ensuite, j'ai intégré l'EFAP, l'École française des attachés de presse à New York. J'ai fait 2 ans également et je suis rentrée tout de suite au Gabon sans la moindre hésitation, même si j'avais reçu une offre de travail chez L'Oréal, chez qui j'avais fait mon dernier stage là-bas. Mais je voulais rentrer au pays, je voulais changer les choses au pays, je voulais participer à l'essor de mon pays. Et voilà, la graduation, c'était genre, je sais pas, je dis n'importe quoi, vendredi. Samedi, j'ai fait la fête avec une amie gabonaise qui était venue d'Atlanta pour être ma famille ce jour-là. Dimanche, on prenait l'avion pour le bled. J'avais vidé mon compte en banque. Je suis allée payer les marmites, les trucs à Target chez ma mère. J'ai toujours ma mère en tête d'ailleurs à chaque fois que je rentre au pays. Fallait que je mette ma mère en haut. Fallait que quand elle ouvre les bagages là dans le Britain Badin Pass, tu es rentrée. Tout était signé à montrer ma fille. Là, ma fille est rentrée. Elle était aux États-Unis. Et c'est comme ça que j'ai fini dans la com et pas dans la médecine. Mais avec le recul, je me dis que j'aurais aimé faire du droit. J'aurais été une brillante avocate. Je sais plaider, je sais argumenter. J'aime beaucoup les gens, j'aime défendre les gens, j'aime ce qui est juste. Et je pense si j'aurais pas fait du droit de la famille, ça aurait été quelque chose en lien avec l'humanitaire. Donc finalement, on ne perd jamais cette chose qu'on a envie de faire quand on est petit. Et aujourd'hui, dans mon métier, quand je fais du coaching, il y a vraiment une envie d'aider les gens à aller plus loin que là où ils sont aujourd'hui. Ils sont peut-être pas malades, ils sont peut-être pas dans des foyers de guerre, mais ils sont bloqués quelque part dans leur vie, ils n'arrivent pas à déployer leurs ailes plus largement et plus hautement. Et moi, j'essaie de venir avec les bons mots, les bons encouragements, les bonnes paroles, la bonne énergie, à les pousser, à leur montrer cette direction qu'ils ne semblent pas voir. Mais en quelques heures, on fait ce travail-là. Donc voilà, c'est une autre manière de soigner les gens par le mental. Alors, est-ce que tu as des frères et sœurs? Oui, j'ai 2 petites sœurs de par ma mère. Qui vivent une à Londres et une autre ici en France avec moi, et mon petit frère donc du côté de mon père qui vit à Toulouse. Donc, je suis l'aînée d'une toute petite fratrie. Et du coup, qui dit aînée, qui dit fille, dit un poids pas possible à porter très tôt du fait d'être l'aînée. J'étais responsable de si ma sœur avait perdu ses babouches. Ma mère allait donner un coup, moi j'allais prendre 2 ou 4 ou 5. J'étais responsable de si les enfants se sont lavés le soir. J'étais très tôt responsable de beaucoup de choses. Et parmi les choses que j'aurais voulu dire à ma mère, j'ai pas accouché tes enfants. Tes enfants sont tes enfants. Mes sœurs sont pas mes enfants. Malheureusement, ce droit d'aînesse que ma mère a poussé à l'extrême et que beaucoup de nos familles poussent à l'extrême a fait que mes sœurs ont une peur panique de moi. La dernière, elle fume. Je le savais déjà, mais jamais devant moi. Je suis allée un jour chez elle, hein, c'est-à-dire sa maison, elle paye, elle vit avec son mec. Elle fumait en bas de l'immeuble avec une amie. Elle a jeté la cigarette à une bouteille. Et à un moment, j'ai bugué, et puis je me suis dit, ah oui, elle fait ça à cause de moi. Et puis je suis passée, mais tu jettes mon quoi. Enfin, on en est. Mais il n'est pas une décision que ma sœur ait prise sans me consulter, presque en tremblant, genre la dragonne, là, va dire quoi. Et c'est venu du fait que très tôt, ma mère leur a imposé de me respecter, parce que non seulement je suis l'aînée, mais c'est votre soeur qui s'occupe de vous, c'est votre soeur qui est ici, parce que j'ai fini mes études très tôt, un âge normal, 24 ans. Je suis rentrée, j'ai créé mon entreprise au Gabon, et je m'occupais de ma mère, ma grand-mère, mes sœurs.
et mes 2 aînés que j'avais déjà eus à l'époque. Et ma mère imposait qu'on me doive ce respect-là. C'est-à-dire, j'étais le papa de la maison. Et mes sœurs, on n'a jamais eu de relation de sœurs où on chill, où elles vont me demander une robe. Ma mère, elle piquait dans mes trucs sans vergogne. Mais mes sœurs devaient se dire, si China voit que j'ai pris sa chaussure, c'est la mort même. Vous avez quel différents âges? Pas grand-chose. 2 ans avec la deuxième et j'avais 7 ans quand la dernière est née. 7 ans. 7 et 2 ans d'écart. Alors, et quelle a été votre relation quand vous étiez petit? Donc, c'était très maternel dès le début. J'étais très protectrice de mes petites sœurs. Mes petites sœurs, elle, à contrario, elle dit tout, ma sœur est belle, ma sœur aussi, ma sœur est... Tout le temps en permanence. Tu vas voir ma sœur. Et donc, il y avait ce petit côté où mes sœurs m'adulaient. Normal, quand on a une grande sœur, j'étais très protectrice. J'avais votre petit corps, comme on dit, petit modèle et tout. Mais je protégeais énormément les petites sœurs de tout. Et j'avais une manière de les aimer qui était presque douloureuse, en fait. Si j'entendais ma petite sœur pleurer, surtout la dernière, j'avais l'impression, comme dans le film Moïse couvre les eaux, que mon cœur se déchirait littéralement comme ça. Et c'est une sensation que j'ai trouvée ensuite quand mes enfants pleurent. Surtout les plus petits. Quand j'entends ma fille faire, quand je fais quoi, vous avez fait quoi? C'est frère, ce genre, on n'a rien fait. Ma chérie, tu pleures quoi? Ah, mon Playmobil s'est cassé. Bien, vous avez la chance. Genre, que vous, les grands, pouvez pleurer, mais derniers doivent pas pleurer. Voilà. Donc, j'ai été très protectrice, très aimante. J'ai beaucoup gâté mes sœurs. Mais finalement, j'étais pas proche au point qu'elles puissent se confier à moi, par exemple. Ou, par exemple, la nudité chez nous. Les femmes avec qui on se lave ou on s'habille, il y a une forme d'intimité, que ce soit à la rivière ou à une salle de bain en commun, vous habillez pour sortir. J'ai pas l'impression que mes sœurs m'aient vue. Ça peut sembler banal pour certains, mais c'est qu'il y a une forme de distance entre moi. J'ai vu ma mère, j'ai vu ma grand-mère s'habiller, se laver, mais j'ai pas l'impression d'avoir eu ça avec mes petites sœurs. C'est quelque chose qui t'a manqué ou qui te... Non, je me rends compte qu'il y a eu cette distance-là, en fait. Il y a pas d'intimité, il y avait pas de ça. Elles me parlaient pas de leur chagrin, leur projet, leur ceci, leur cela. J'étais presque directrice d'école avec elles, et parce que, quand moi je suis rentrée, j'avais 24 ans, 1 an plus tard, ma mère est décédée, donc je me retrouvais à 25 ans, la mère de mes 2 petites sœurs, à m'occuper de ma grand-mère, de mon cousin également, dont la mère était décédée. Donc ma grand-mère a eu 5 enfants, et pendant mes 4 années d'études, chaque année, l'un d'entre eux mourait. Et je suis rentrée au terme de la 4e année, ma mère était celle qui décidait cette année-là. Et donc j'avais juste cette peur panique, il ne faut pas que ma grand-mère me clame contre les doigts, il me faut quelqu'un, il me faut un dernier aîné qui reste. Parce que mon grand-père était mort quand ma mère avait même pas 5 ou 6 ans. Et du coup, dans notre branche de la famille, si ma grand-mère partait, je me retrouvais l'aînée. Mais moi, je n'étais qu'une petite fille. J'étais même pas dans la classe des tantes, des parents. J'étais dans la catégorie des petits-enfants. Et ma grand-mère est décédée, évidemment, quelques années après. Et du coup, mes sœurs n'avaient que moi, l'autorité parentale, la grande sœur, l'aînée, celle qui fait les études, celle qui tout. Donc, elles pouvaient rien décider sans mon aval. Et je me suis rendu compte que c'était quelque chose de relativement toxique, où j'ai pas laissé mes sœurs vivre leur vie non plus. Et il y a beaucoup de choses que j'ai réalisées, que j'aurais dû leur dire. Et Dieu merci que mon est vivante. Non, j'ai dit, hein. Voilà. Je dis, non, applique à toi-même ce que tu veux machiner aux autres. J'ai demandé pardon à mes sœurs pour certaines choses, même à mes enfants. Des fois, j'ai fait des fois. Je lui ai dit, est-ce qu'il y a un truc que maman a fait pour lequel, par exemple, je sais pas, peut-être je vois pas, mais tu veux que je m'excuse? Et tu dis, non. Je te connais, comment tu vas démarrer? Je dis, non, mais dis juste à maman, tu peux m'écrire aussi, hein. Tu m'envoies un texto, tu peux glisser sur ma jambe. Il dit, ouais, moi, si j'y pense te dire, mais tu es sûr, tu vas pas t'énerver. Ça aussi, c'est une mauvaise manie que j'ai acquis chez nous. Et c'est ce bagage transgénérationnel qu'on se transmet. On dit dans ma famille, les femmes sont des dames de fer. Chez nous, j'ai jamais vu une femme battue dans ma famille. Mais les femmes battaient leur mari. Dans les réunions de famille, les femmes parlaient, les maris se taisaient. Les femmes grondaient leurs frères. On m'a donné le nom d'une des femmes, celle dans la famille qu'on appelle la dame de fer, Margaret Thatcher. J'ai son nom, c'est mon homonyme. Et plus je grandissais, plus mes tantes me disaient « Ah, tu es vraiment la Thatcher !» Et donc, tout le monde semblait me donner ça sans hésiter, ces traits de caractère. C'était la grand-mère qui, quand un enfant de la famille décédait, on n'emmenait pas à la morgue, celle qui allait laver l'enfant, qui allait l'habiller. Et je me suis rendu compte avec les années qu'il y avait des décès, qu'il fallait à la morgue, c'est China qui était présente. Quand ma mère est décédée, c'est moi qui l'ai habillée. Beaucoup de choses comme ça, en fait. J'ai développé cette force de caractère-là. Et on le dit souvent chez nous, hein. Il faut faire attention aux homonymes. Tu vas donner le nom de la personne qui met les palabres, ton enfant va être un palabreur.
Mais j'ai développé cette force de caractère. La vérité, c'est que la vie m'a aussi beaucoup éprouvée et responsabilisée très tôt, comme ce fut le cas pour ma grand-tante. Mais j'ai fait ça avec mes sœurs. Aujourd'hui, on n'est toujours pas très sœurs-sœurs. Il y a toujours cette relation, limite, je suis leur mère. Elles ont besoin de ne pas me froisser. Mes enfants, alors moi je blâme la France, du coup je dis, personne n'est en France là, quand je te parle même tu réponds. Hein. Je dis, non, mais on a le droit d'avoir un avis. Ma soeur peut pas dire ça. Et tu dis, tu as déjà tenté de faire tenter si me répond comme ça. Et bien sûr, oui, même mes enfants, je leur donne une forme de liberté, de parole, que mes sœurs n'ont pas pu avoir. Que même aujourd'hui, elles se disent, même si c'était gratuit sur un buffet, je prends pas. Je connais trop Chine, elle m'a dit, c'est à moi que tu parles comme ça. Je pense que c'est quelque chose qu'on n'arrive plus à changer. Il y a du pro, il y a des cons aussi. Mais mes sœurs me respectent énormément. Et elles ont une forme de gratitude à laquelle j'aimerais mettre fin et dire, j'ai fait mon travail d'aimer parce que maman n'était plus là. Mais c'est vrai que dans les choses que j'aurais voulu dire à ma mère et à d'autres parents. Sauf si vous n'avez vraiment pas le choix, ne transformez pas vos aînés en responsables de la fratrie qui vient après eux. Une partie de leur vie va leur être volée, une partie de leurs espoirs, de leurs projets. Et c'est une charge mentale inqualifiable. Si on fait des enfants, c'est pour nous. Et moi, je veille à dire à mes aînés qui sont étudiants, quand vous allez à l'école, c'est pas pour moi. C'est pas pour vos petits frères. Et ils n'auront pas besoin de vous. Moi, je m'occupe de mes enfants et tout. Vraiment pour leur dire, c'est d'abord pour vous-même. Et moi, j'ai pas eu ça. Et je sais que c'est une réalité chez nous. Tu penses d'abord à tes parents en te disant, ils vont mourir, il faut que je les mette bien. Bon, sauf ceux qui viennent de famille où les parents ils te disent tellement bien que tu penses même pas à ça. On a toujours ce fantasme, il faut que je construise une maison à mes parents, il faut que je fasse voyager ma mère, mais c'est une telle charge. C'est une telle charge, on ne peut pas vivre pour nous. Alors quand en plus, il y a la charge des petits frères et petites sœurs qui nous regardent tous là comme des kirikou que « Salut je vais aller étudier un truc, je veux les Nike, je veux les machins. » Et ce qui s'applique à ma famille proche, s'applique à celle qui est large également. Tous ces cousins, cousines avec lesquels j'ai grandi, leurs mamans qui sont mes mamans, mais surtout après le décès de ma mère, j'avais tellement besoin d'avoir des mères autour de moi que presque je payais cette présence-là. C'est-à-dire j'allais les noyer de cadeaux, je faisais pour elles ce que je savais que je ne pouvais plus faire pour maman, et certaines en profitaient. Oui, ma chérie, mais vraiment la fille là, j'ai même un problème là. Mais non, rien, pour te dire, rien qu'hier encore, une de mes tantes, son anniversaire c'était il y a 2 semaines, donc par réflexe, j'ai vu sur Facebook, ma cousine disait, bon anniversaire maman, je lui dis tiens, l'anniversaire de tante X. Je l'appelle, je lui dis bon anniversaire ma mère, ça va, tu as fait quoi? Ah ma fille, on est là, vraiment les problèmes et tout. Je dis bon, envoie-moi ta pièce d'identité, je te fais un western. J'ai envoyé 100 000, c'est rien. Mais t'es content? Vas-y. Elle a je porte le nom de sa mère, donc elle m'appelle Nia, ma mère. Et ma fille, moi, Nia, tu m'as merci beaucoup, Dieu te bénisse et tout. Ça va pas tarder hier. Allô Nia, ça va? Oui, je vraiment. Elle m'a envoyé les colombes de WhatsApp, les versets bibliques et tout, toute la semaine dernière. Nia, je voulais te dire avant pour bonne année ta mère, là, je suis bad et tout. J'ai répondu, tata, en fait, je dois payer mes impôts. Ce qui n'est pas faux. Mais on a cette manie là de toujours aller gratter chez les enfants. Et j'aimerais qu'on arrête aussi. Parce que nos enfants ont leurs projets. Que je voulais pas dire à ma tante, je mets de l'argent de côté parce que je dois sortir ma BD en auto-édition. J'ai 12 000 € de frais à sortir de ma poche. Personne ne va me les... Ma tante ne va rien comprendre que ça, c'est même quoi que tu me dis. Je dois payer l'école de mes enfants. Il y a plein de choses que je dois faire avec mon argent d'abord, en fait. On ne peut pas s'occuper de sa famille tout le temps. Et ça, c'est un message que je fais passer à toutes les mamans. Quand on met un enfant au monde et tous les papas, c'est notre responsabilité. C'est pas celle de nos enfants. C'est injuste. Sauf si on est handicapé, on est malade, on est souffrant, mais cette propension à faire sans penser à demain, et ça m'a toujours amusé quand un bébé vient de naître, il a les meilleures couches, les meilleurs habits, les meilleurs savons, les meilleurs tout. 2 ans plus tard, mais parce qu'ils investissent tellement au début dans la grossesse, et ensuite, bon, on se débrouille à la one again, pensez-y, et dites-vous qu'un enfant c'est jusqu'à l'université. Si vous ne pouvez pas, ne venez pas faire en sorte que cette tâche incombe aux autres, en fait. C'est la fameuse famille africaine. Mais il faut savoir dire non. Moi, j'ai eu une tante, elle était médecin, son mari ingénieur. Tout le monde dans la famille l'a traitée de sorcière. C'est une avare. Et elle envoyait ses enfants en Égypte, visiter les pyramides, à Venise. Et celle qui avait la bibliothèque. Mais très tôt, elle avait compris que son travail, c'était pour ses enfants. Elle s'occupait de ses parents, qui les accompagnaient à Venise, en Égypte. Alors qu'eux voulaient juste être au village à planter leur arachide. Mais elle voulait que ses parents voient le monde. Mais tous les autres, tu venais pas raconter à tante Bernadette tes problèmes futiles de tu veux les Nike,
tu veux les nouveaux habits pour bonne année, elle va attraper ta robe et dire, mais t'es une jolie. Tu dis à maman de mettre l'amidon dessus et tu vas voir, elle sera comme neuf. Une seule chose que tante t'offrait jusqu'à son dernier centime, c'est les cahiers pour l'école et les livres. Parce qu'elle, elle croyait en l'éducation. Et d'ailleurs, c'est la seule de ma famille qui, quand ma dernière petite soeur est venue faire ses études en France, me disait, elle m'appelle Ninet. Ninet qui veut dire aussi maman, parce que j'ai deux noms du village, sa mère à elle, et puis l'autre tante dont j'ai parlé, sa mère aussi. Donc elle aussi m'appelle maman. Et elle me disait, mais l'enfant, l'école coûte combien et tout. Je vais venir te déposer un chèque et tu te débrouilleras pour lui envoyer. Donc, elle est venue spontanément aussi participer à la scolarité de sa nièce, quelques fois. Et ce genre de parents-là, je ne cesserai jamais de célébrer ce qui mise sur l'avenir et pas la jouissance immédiate. En fait. Et c'est pas une réalité chez nous. Alors, on dit que les expériences que nous vivons dans l'enfance sont un facteur déterminant dans la construction de notre personnalité adulte. Tu es beaucoup suivi, ça veut dire que les personnes trouvent quand même des petits bribes d'eux en toi. Quelle blessure tu portes aujourd'hui, selon toi? Des cicatrices. Pas des cicatrices. Blessures. Je pense que j'ai choisi de les guérir complètement, de ne pas laisser ces choses-là me freiner. Ce sont des boulets. Quand on pardonne à ceux qui ne nous ont pas demandé pardon, d'ailleurs, je t'ai dit, moi, je suis enfant de pasteur. Et c'est en ce 1 que nous apprenait notre Père. Et il y a cette partie de notre Père qui dit « Pardonne nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés ». C'est faux. Nous ne pardonnons pas à ceux qui nous ont offensés. Mais avec nos bouches, là, on vient demander tous les jours, pour ceux qui prient tous les jours à Dieu, via le Notre Père, au moins tous les dimanches, pardonne-nous nos offenses. Comme on fait un parallélisme alors qu'on n'a pas pardonné à ceux qui nous ont offensés. Moi, j'ai tellement fait la paix avec les personnes qui ont pu me blesser qu'il ne reste que des cicatrices, il n'y a plus de blessures ouvertes. La seule qui reste un peu ouverte et que j'essaye de fermer, c'est la perte de ma mère. Parce que ma mère est partie, j'avais 25 ans, elle a fait un AVC, c'était du jour au lendemain, ma mère elle avait 44 ans, c'était trop tôt, trop vite. Et une tante m'a dit, même si elle était partie à 80 ans, tu aurais toujours trouvé que c'est trop tôt. Mais il faut que tu remercies ta maman parce que c'était le cours normal des choses. Et elle me l'expliquait ainsi, China, si tu étais partie avant ta mère, là, c'est le monde qui tourne à l'envers. On n'enterre pas le fruit de ses entrailles, mais on enterre le ventre duquel on est sorti. Et ta mère en serait morte. Et c'est via mes tantes que j'entendais toutes ces choses que ma mère ne me disait pas. Parce que ta mère était tellement fière de toi. Parce que quand ta mère parlait de toi. Parce que quand tu étudiais, que tu étais loin. Parce que ta mère ceci. Mais ma mère avait cette pudeur où elle n'arrivait pas à me le dire en face. Mais elle le disait à travers d'autres personnes. Et quand j'étais là, c'était plutôt... J'avais l'impression de plaindre, mais je réalise qu'elle voulait que je corrige les petites parties qui n'étaient pas encore à son goût parfaitement parfaites, mais personne n'est parfait. Donc, aucune blessure si ce n'est la perte de cette maman, parce que je me dis, Dieu me donne longue vie. Tant de moments vont m'arriver encore, je me dis, j'aimerais que maman soit là, j'aimerais tellement qu'elle me dise ceci. Et j'ai beaucoup, dans les moments difficiles, j'ai envie qu'elle me donne les réponses à certaines questions. Et du coup, je me dis, écoute China, écoute-toi. Maman doit te dire... Ou elle doit rire déjà, te voilà maintenant encore coincé, mais je sais que tu vas y arriver. Et je m'écoute, plutôt que d'aller chercher la réponse à ma mère, je m'écoute et je finis par trouver. Et quand je finis par trouver ou me sortir du pétrin, je me dis, elle doit se dire aussi, voilà, tu doutais même quoi, tu as même peur de quoi. Ma mère était ce genre-là, elle n'a pas de compliment facile, mais un peu comme la blague de Gad Elmaleh où il dit le GPS marocain va te dire, devine. Tu dois trouver seule. Donc c'est cette blessure-là, mais on m'a dit, tu dois la laisser partir. Et j'avoue que j'y arrive pas. J'ai des moments, ça fait 15 ans que ma mère est partie, mais des fois je compose encore son numéro de téléphone. Et c'est mon oncle qui répond, son dernier frère vivant qui a gardé sa carte SIM. J'ai 2-3 vêtements de ma mère encore, évidemment qui n'ont plus du tout son odeur. Je continue de demander à des membres de la famille s'ils ont des nouvelles photos en dehors des photos que j'ai déjà vues et revues 1000 fois, pour que je puisse voir un autre angle du visage de ma mère. Il n'y a pas d'audio, par exemple, il n'y avait pas de notes vocales, ces choses, on n'a pas de vidéo en souvenir. C'est ma seule plaie. Et je parle aussi souvent de ma mère pour rappeler aux gens qui ont encore un parent vivant, et notamment une mère, de se dire les choses, tant que le temps nous le permet encore. De se dire les choses dans la douleur, s'il le faut, dans les éclats de rire aussi, mais de se dire les choses, parce qu'à un moment, la conversation va prendre fin. Et ce ne sera pas toujours le moment où on s'y attend le plus, ça n'aura pas été après une longue maladie. Et tous ces non-dits
Ça va être des blessures qu'on a traînées. Moi, je m'en veux à ma mère pour rien du tout. Je ne suis que reconnaissance, pour m'avoir donné la vie, pour avoir toujours été là, pour avoir fait du mieux qu'elle peut, pour m'avoir donné son visage, en plus aussi mon père. C'est très homogène. Son caractère avec le temps. Je ne savais pas que j'avais le caractère de ma mère. Les gens me disent « Ah, tu parles comme Ruth. » Je ne savais pas, j'avais sa voix. Beaucoup de choses. Quand je vois mes enfants, je vois des bribes de ma mère dans leurs yeux, dans une manière de rire. Et elle est toujours là. Mais je n'arrive pas à me faire à l'idée que je dois être heureuse du fait qu'elle ne soit pas là. Des fois, j'ai juste envie de dire « Maman ». Il y a 2-3 jours, tu postais les stories où ta mère préparait le coq et tu dis « Tu n'en manges que 2 fois l'année au Cameroun parce que si c'est pas chez ta maman, ça passe pas. » Moi, j'ai du mal avec le poisson salé de qui que ce soit, si c'est pas chez ma mère. C'est ces petits moments-là qui n'ont pas de prix. Et ces conversations, et puis je deviens de plus en plus femme et je me dis que de sujets j'aimerais aborder avec maman, quoi. Mais juste sur nous, que de questions, que de choses. Et puis je trouve les réponses, je me dis, allez, supposons, elle m'aurait dit ça. Et puis je fais, ce que j'aurais voulu qu'elle fasse avec moi, je parle beaucoup avec ma fille. De tout. Alors parfois c'est des sujets qui me mettent un peu mal à l'aise. La semaine dernière, elle me dit, oui maman, à partir de quand mon copain peut venir dormir chez moi? Je dis, quel copain là? Non, mais quand j'aurai un, je dis, mais impossible. Mais pourquoi j'ai pas fait les garçons dorment pas chez les filles? Oui, mais pourquoi? Je dis, parce que. Mais parce que, elle me dit, mais c'est pas une réponse. On a discuté comme ça dans le bus jusqu'à ce que je lui explique, ok, d'abord la culture. Et puis de 2, non, parce que j'ai dit non. Et puis de 3, tes frères risquent de le taper, papa aussi. Et ainsi de suite. Mais c'est vrai qu'elle n'est pas très satisfaite de la réponse, mais elle a compris aussi qu'il y a des barrières comme ça. C'est la culture, c'est comme ça. Elle dit, mais si c'est ma maison, alors je dis, ça arrive que si vous êtes mariés. Ok, je vais dire qu'on se marie. Je dis, à quel âge? Elle a 12 ans, mais je sais qu'à nos âges, on lui dit, tu connais les garçons? Ça fait quelle histoire ça? Viens ici, on va te faire un test de virginité et que sais-je encore. Je parle à ma fille et j'ai avec elle des conversations que j'aurais voulu avoir avec ma mère. Et je me promets d'en avoir un peu plus aussi avec mes sœurs, vu que je suis leur maman quelque part. Et avec des amis aussi. Moi, je suis toujours très généreuse en conversation de femmes. Après, ça ne reste que mon avis, mais j'aime partager avec les autres. Et surtout la nécessité de passer du temps avec nos parents et d'apprendre à les connaître. On peut facilement leur en vouloir pour des choses, mais si on savait quel a été leur parcours, si on connaissait leurs blessures, leur histoire, leur non-dit, on serait tellement plus indulgent envers les personnes qui nous ont donné la vie. D'où cette indulgence envers mon père, que j'aime profondément. Mais comme je t'ai dit, on peut aussi aimer les gens de loin. Et on peut aussi continuer d'aimer les gens qui sont partis dans l'au-delà. Mais je vais apprendre à laisser partir ma mère d'une manière ou d'une autre. Merci, c'est si beau. Quelles sont les joies qui ont fait la femme que tu es? Ça va sembler cliché, mais d'avoir donné la vie 4 fois et de regarder ça en me disant je suis comme Rambo, quoi. C'est des petits êtres, comme le papa de Pinocchio, lui, il a fabriqué un bonhomme en bois, les miens sont vraiment vivants. Je trouve mes enfants brillants, intelligents, j'aime leur caractère, qui sont complètement différents les uns des autres, les introvertis, les extravertis, il y a de tout. Il y a ceux qui veulent être chef cuisinier, il y a ceux qui veulent être youtubeurs, il y a de tout. Mais moi je suis fascinée quand je regarde mes enfants, quand je regarde tous les enfants, mais voilà, les miens je les regarde, je dis yo, j'ai fait ça, quoi. De toute façon je les trouve malins, plus malins que j'étais à leur âge, sachant que j'étais déjà maligne. On se parle beaucoup, on se confie beaucoup. Je laisse toujours la porte ouverte à mes enfants pour qu'ils se disent maman n'est pas mon amie, parce qu'on répète toujours des fois je suis pas ta copine, mais qu'ils sachent en cas de désarroi ou de questionnement quelconque, ma mère sera toujours ma première oreille et ma première épaule. Je suis très tactile avec mes enfants, ils sont tous grands techniquement, mais ils montent toujours dans mon lit, ils se collent à maman, ils aiment poser, mes garçons aiment poser la tête sur mes cuisses, maman touche-moi les cheveux. Je dis bon, faut que je transmette aux filles plus tard que ma soeur. Faut toucher les cheveux du gars. Il aime, c'est son moment de détente et tout, mais ça va être ça, et peut-être d'avoir sauvé la vie à quelqu'un. Quand il me semble que j'avais 14 ans, on était à la piscine au Gabon, et une jeune fille qui savait pas nager a plongé dans le grand bassin.
elle n'est pas ressortie. Personne ne faisait attention. Moi, je voyais qu'elle ne remontait pas. Et elle était en train de se noyer. Et j'ai plongé sans avoir la moindre notion de secourisme. Mais je me suis dit, bon, je vais passer derrière elle. Je vais l'attraper par le ventre, la remonter. Elle, dans la panique, elle nous engloutissait toutes les deux dans l'eau. Mais je continuais de pousser. Quand on arrivait dans le fond, je tapais du pied pour qu'on remonte. J'essayais de parler dans l'eau. Évidemment, je faisais que boire de l'eau. Et on a fini par arriver au bord. Elle a éclaté de rire. Moi, j'étais au bout de ma vie, la gorge en feu, les poumons en feu. Mais je sais qu'elle serait morte. Parce qu'elle est tombée en marchant, en fait. Elle a dû se dire peut-être un petit bassin. Et ça s'est fait dans le silence. Personne ne l'a remarqué. Et des fois, je dis à mes enfants, et moi, j'ai déjà sauvé la vie de quelqu'un. Genre, respectez-moi. Je trouve que c'est un immense accomplissement. Ouais. Après, il y a plein d'autres choses qui vont toucher presque au narcissisme. Mais d'avoir donné la vie à de beaux êtres humains, qui j'espère ne seront pas des boulets pour la société, sauront ce pourquoi ils sont nés. Je vais aller leur rappeler pour changer le monde. Ils vont avoir un impact bien. J'espère que quand mes enfants croiseront après mon départ de cette terre, des gens qui m'ont connu diront « Ah, ta mère c'est cela, ta mère c'est cela. » Et qui diront « I know. » Alors, tu étais mère très jeune. Donc, comment tu as géré ça? Parce que dans notre société, en plus, tu dis que tu venais d'une famille de pasteurs, enfants. Donc déjà, quand on disait pas que quand tu étais petite, que tu étais jolie, etc. Là, tu es devenue la risée de la société. Comment tu as géré première grossesse? Alors, quand je suis arrivée au collège, j'avais la cote. Donc, c'est jusqu'à mes 10 ans qu'en interne, dans la famille, je n'avais pas de compliments sur mon physique. Et ça me pesait, d'autant plus qu'il y avait toujours une ou deux cousines qui étaient en permanence complimentées. On pouvait nous faire les mêmes tresses, les mêmes robes, mais elles avaient droit au compliment, mais pas moi. C'est pour ça que je me dis, j'aurais voulu qu'à cet âge, on me le dise. Mais au collège, lycée, j'étais dans le top 5 des nanas les plus bankable de... Surtout dès que les seins sont sortis en 4e, là. C'était terminé. J'étais mince. Mais check alors les boobs de Pamela Anderson. Donc, évidemment, les garçons sont dessus. Et ils vont se contenter de ça, même si tu es un peu osseuse sur les bords. Et j'avais la cote. J'avais la cote auprès des profs, des surveillants, des proviseurs. J'étais une fille brillante. Fallait pas se retrouver face à moi dans un exposé. Je vais vous démolir, même si on a moins bien travaillé. Fallait pas. J'étais très compétitrice. J'étais dans une bande de filles, toujours la même aujourd'hui. On nous appelait le groupe Chagall. On chantait, on faisait des battles de R&B. On dansait pour la... Non, mais j'aimais ça. J'avais mon crew. Les autres, ils nous aimaient pas, on s'en fichait royalement, parce qu'elles étaient pas nous, on n'avait pas envie d'être elles. T'es pas ma copine, c'est pas grave, vous faites une bonne, vous invitez pas, on s'en fout. Mais il y a ton frère qui va nous inviter parce qu'il tripe sur moi, voilà, donc tu cales en l'air. Donc j'ai plus ce genre de complexe-là à l'adolescence. Et puis, malgré nos cours de sciences naturelles sur la reproduction sexuelle et asexuée, il y a quelque chose qui n'est pas bien rentré. Tu as loupé une partie. On bavarde, parce que c'est des dessins de zizi, de machin, même s'ils sont coupés en tranches, tout ça. Mais on se dit, ça ressemble à ça, parce que les seuls zizi qu'on voyait, c'était les zizi de nos petits frères, des enfants. Mais là, tu voyais un peu un pénis, même le simple fait de dire le mot pénis va genre glousser dans la classe. On est bête, on a 14 ans, que veux-tu? Donc oui, j'ai mieux retenu la tectonique des plaques en cours des sciences naturelles aussi, sur les volcans, que ça, qui est trop de bruit dans la classe. Et comme je dis, je révisais pas. Et donc, les histoires de calculer les cycles et tout, plus tu vas aller dire à ta maman que peut-être un amoureux, peut-être que qui, peut-être que quoi. Donc, pas de contraception, pas de préservatif. Tu te dis, allez, le professeur nous a expliqué, il y a la méthode du retrait, les trucs, mais t'es pas à jour forcément sur ton cycle, ce genre de choses. Et puis, à ces âges-là, la sexualité est très sporadique. Et l'erreur qui m'est arrivée cet été-là, c'est que mon amoureux, ses parents étaient partis en vacances en France. Il avait la maison pour lui. Fire. Je savais que le soir, hors de question, on va pas sortir. Mais les après-midi, je disais à ma mère, je vais chez Lily. Je vais chez Carline. Et donc, ce un mois plein, quelque part dans mon cycle, c'est tombé le mauvais jour. Et on est des ados. J'ai 16 ans et demi, lui, il a un an de plus à peine. Je pense pas qu'à cet âge-là, un jeune homme sait se retenir. Il peut mentir, non, qu'il s'est retiré à temps, mais finalement, pas forcément. Et voilà comment, en fait, je me retrouve enceinte. Tranquille, à la fin de l'année, boum, on m'envoie en vacances chez mamie, comme toujours, je suis au village, gaillard, je sais pas, je suis en club. Je reviens à la rentrée, je sais pas que je suis en club. Et un jour, ma mère faisait cuire de la queue de bœuf à la cocotte minute. Donc, quand la soupape sort l'odeur de la viande, là, et de l'eau, mais j'ai gerbé. J'ai vomi toute ma vie. Et la voisine, elle a éclaté. Ça, c'est la grossesse. Et en fait, ma mère qui a pas fait le lien, tout de suite, ma mère l'a ramassé. Oui, ma mère était en train d'enchaîner la voisine et tout.
Et en fait, la dame a mis le doute dans la tête de ma mère. Et moi, je dis, la maman, j'ai le palu. Parce qu'il y avait des palus comme ça, tu vomis, t'es pas bien. Je dormais, j'avais sommeil, j'avais l'impression d'avoir de la fièvre et tout. Voilà, j'étais pas enceinte de 2 mois et demi. Et ma mère, en fait, elle a éteint sa marmite. Elle dit, habite, on va à l'hôpital. Je me suis dit, tiens. D'habitude, quand je fais le palu, elle me donne un climat que, tiens, prends ça. Bon, ma mère doit avoir peur et tout. Mais on n'arrive pas à l'hôpital général, on est à la polyclinique des 5 Palmiers. Et c'est écrit clinique gynécologie obstétrique. Je suis pas bête. Je sais ce que c'est. Et moi, je me dis, ah, trop bien. Peut-être qu'on va me faire le palu, mais surtout, parce que je lisais Salut, Star Club, Okipodium, ma mère m'amène voir un gynéco, on m'amène la pilule, enfin, forcément un truc de gynécologie, parce qu'on les lisait dans ces magazines. L'assistante sociale, le planning familial. Mais nous, on n'avait pas le droit à ces choses-là. Et j'attendais que le lundi pour aller raconter à mes copines. Ah, trop bien, j'ai vu un gynéco, parce qu'il fallait que je leur raconte tout. Mais j'ai pas fait attention au langage corporel de ma mère, qui était tendue comme un fil. On arrive dans la salle du médecin. Le médecin demande, voilà, ma mère dit non, c'est pour une visite, voilà, s'assurer que tout va bien et tout. Aucun soupçon de ma part. Hein. Il dit comment vous vous sentez, machin, non, j'ai vomi, j'ai la fièvre, quoi. Donc ma mère, il dit très bien, on va aller faire une. Il faut qu'il m'allonge dans son truc là. Pour faire le toucher, je me dis, ah mince, je savais pas qu'il y avait ça. Donc il va faire ça devant ma mère et je me suis dit, ok, China, quand il va te mettre les doigts, essaie de faire ça, je vais dire, aïe, pour que. Pour qu'elle croie que, voilà quoi, t'as jamais fait ça, tu t'as mal et tout. Et j'ai dit, aïe, en décalage, comme un film où le son n'est pas bien. Donc le médecin m'a regardé là, j'ai dit, ma mère, maman, tu dis aïe de quoi? Et je pense, je ne le voyais même pas à mon ventre. Mais à 2 mois et demi, ça peut se voir, le ventre est assez ferme. Je n'avais aucune idée. Toujours le médecin me palpe le ventre et tout, je me suis dit, voilà, il va me chercher un cancer, c'est bon, je vais mourir à 17 ans d'un cancer, mais quelle merveilleuse vie et tout, faut que j'écrive vite un livre sur ma vie qui est morte d'un cancer. J'étais tellement dans les trucs mélodramatiques. Et puis il fait l'échographie, et en fait il y a un bruit qui pète dans la pièce, et c'est le bruit du cœur du bébé. Mais je me dis, il va montrer, voilà, la tumeur et tout. Diane, qu'est-ce que je vois? Un petit tumeur, même pas la partie θ encore un peu moche là. Mais bien la tête encore un peu grosse, mais bien, les jambes, les pieds et tout. Et qui s'agite, et puis il fait comme ça, il lève un bras. Et le médecin dit, ah tiens, il dit coucou maman. Et moi je dis, ah, il a coucou bébé. En fait, une fraction de seconde, et je me souviens, mince, c'est pas une tumeur, c'est pas un cancer, c'est un bébé. Et juste à côté de l'écran, c'est ma mère qui est en train de rentrer ses doigts dans le sac. J'ai compris, ma vie s'arrête ici, je vais vraiment mourir. Pas d'un cancer, mais ma mère va me tuer. Parce qu'elle vient d'apprendre, 1, je couche. 2, je suis enceinte. Dans le taxi là, c'était... Ça a commencé dans le bureau du médecin. Parce que tous, ma mère a dit au médecin, elle n'a pas parlé. Hein. Quand on arrive à la fin, il commence à me faire les ordonnances, il dit, il faut faire les examens de sang, il ceci, il faut prendre une vitamine, quoi, machin. Moi, j'attends qu'une chose en lit pour dire à mes copines, yo, je suis enceinte. Mais tellement, t'es un enfant dans ta tête. Ma mère me a demandé combien coûte un curettage. Le mot curettage, j'avais déjà entendu. Il y a des grandes cousines qui se font ça et tout. Et c'est là que je suis redescendue de mon nuage et revenue à la réalité. Et le médecin fait, vous n'étiez pas au courant, madame? J'ai l'air d'être au courant. Quand ma mère a déraillé là, on est sorti l'ordonnance du médecin, elle ne veut pas dire, oui, madame, mais c'est pas vous décider, c'est votre mère. C'est ma fille! C'est moi qui l'ai accouchée, je peux la tuer aujourd'hui! Je fais, oh Seigneur, est-ce que le médecin veut m'adopter? Mais ma mère m'a traînée là, même Guantanamo, c'est petit. La clinique où on est arrivé, j'étais contente, j'admirais les photos sur les murs. Toutes les assistantes médicales là, ont elles qui gloussaient, c'était, oh la pauvre fille, oh la pauvre femme. Je sais pas qui de moi ma mère a plaigné le plus. Jusqu'à dehors, dans le taxi, ma mère m'a piétiné littéralement la maison, mais tabassé. Et j'étais maintenant en mode protection de mon bébé. Et donc, je prenais les coups sans broncher, sans... attention, si tu lèves même un peu un bras pour caler le coup, ta mère va crier, voilà, elle m'a tapé. Donc, tu subis, tu te dis, mais la femme va me finir jusqu'à quand? Maman cherche, maman, non, il faut que j'aille téléphoner là, au truc de cabine. Je vais appeler Papa Lundi, donc mon oncle qui est militaire, il faut qu'il vienne me taper. En fait, tous ces plans un peu à la con, Papa Lundi est venu, mais il était en mode, bon, quand même, quoi, il va me taper. Surtout que je porte le nom de sa mère. Je me suis dit un truc, l'enfant ne tape pas sa mère. Il voulait pas être mêlé à ça. La voisine qu'on a fait, voilà, je savais. C'est une voisine. Bref, ma mère m'a pas... le médecin a dit, il reste 2 semaines, en fait, si je veux me faire avorter. Et moi, je disais, je veux pas. Et ma mère me dit, je suis sûre de vous dire, tu gardes la toi, ce que je vais te faire. Mais en fait, à part me foutre une baffe ou 2 en passant, et puis m'envoyer toute sa haine dessus. Et je me suis dit, ma mère me pensait qu'il y a une chose, qu'est-ce que les gens vont dire? Qu'est-ce que ma famille va dire? Elle pensait aux gens. Et puis il y a une chose que j'aurais voulu que maman me dise. C'est que
c'est trop tôt. Elle comprend peut-être ce désir naturel, voilà, intuitif. D'autres peuvent être en panique à l'idée d'être enceinte, mais que j'ai le temps d'en faire d'autres. Mais il faut que je vive ma vie. Pas pour les gens, pour moi. Il faut que je termine mes études. Ma mère n'a pas eu les mots justes. Elle n'a pas eu elle ne s'est pas tempérée et je la comprends. Mais je sais que si ma mère me l'avait amené autrement, j'aurais accepté. Et mon fils peut écouter ceci, hein, c'est des choses dont on a déjà parlé, je n'ai aucun regret que voilà. Mais si un parent se retrouve dans cette situation, il faut parler à l'enfant. Mais c'était un langage de sourd, j'avais même pas le droit de parler de toute façon. Et puis ma mère m'a pas parlé pendant des mois. Et évidemment, les moqueries au collège, tu passes de la fille qui a la côte à donc elle fait, qu'est-ce que vous faites, bande de menteurs. Peut-être que vous faites avorter au calme, en cachette et tout, mais enfin bref. Tu sais de pas cacher la grossesse, mais nous on portait un uniforme, une jupe bleue marine et une chemise. À un moment, ma jupe se fermait plus dans le dos. Et le proviseur, il y avait toujours des filles enceintes au lycée, elles se cousaient une sorte de robe, le haut blanc, le bas bleu. Le proviseur m'a appelé un jour comme ça, le matin, quand on rentre au portail, mademoiselle, demain vous venez en robe. Et là, c'était la déclaration, voilà, que tu es enceinte, quoi. Beaucoup de filles terminaient leur grossesse en cachant, mettaient les sacs à dos devant et tout. Je cachais pas particulièrement ces jupes, ma jupe m'allait plus. Et ma mère ne me parlait pas. Donc c'est très éprouvant. Et évidemment, le responsable de ça, il est venu en vacances en France. Hein. Au Gabon, il est déjà reparti en France. Tranquillement. Et comme tous les jeunes de son âge, quand tu vas lui dire oui, mais rien ne me dit que c'est moi. Tu dis, ah, ok, donc tu n'as qu'une échéance, que l'enfant naisse. Et ma mère, donc par la suite, elle finalement renoue le dialogue. Parce que je lui dis que je suis allée dire aux parents du papa que je suis enceinte. Alors là, eux, cri de joie, trop content. Bon, bah oui, c'est leur fils, c'est pas là, c'est le dernier, il va avoir un enfant. Donc la mamie, trop contente, que ce genre de mamie qui n'attend que ça, à la limite que son enfant de 8 ans fasse un gosse. Donc elle était trop contente. Pas si contente du fait que je sois fan, hein, la réalité un peu de chez nous, entre ethnies, on n'est pas forcément, voilà. Et c'est cette dame en fait qui pendant toute la fin de ma grossesse était ce soutien moral. Elle a été éducatrice préscolaire, elle a travaillé, elle qui m'a offert mon premier J'attends un enfant de Laurence Pernou. Quand j'allais la voir chaque week-end, elle me donnait 50 000 pour le taxi, t'imagines? Mais c'était, je me vendais même des raisons d'aller la voir. Je dis mais quel taxi pour 50 000? Si tu prends une course c'est 1000 francs, à la limite. Et je mettais tout cet argent de côté. Et donc, la première fois que je suis allée la voir, j'ai dit à ma mère. Ma mère m'a dit, ok, on va aller les voir. Ma mère était extrêmement gênée parce qu'elle se disait, si, c'est pas leur enfant là. C'est ça qui l'embêtait en fait. Mais comme moi j'ai déjà fait le geste, je pense que ma mère attendait que l'enfant naisse. Et qu'elle me dit, elle s'y ressemble à la raison que tu dis que c'est le père. Ok, allons les voir alors. Moi j'ai anticipé. Donc je me suis dit, quand on sort, elle dit, je suis là devant dessus, l'enfant la sort noir. Toi-même là-bas. Parce que moi, en gros, je n'ai pas le problème. Parce que eux, en fait, c'est des gens métis, mais très clairs de peau, les yeux verts, les trucs comme ça. Donc, ma mère ne voyait pas trop comment dans l'équation. Même si ma mère est noire et le reste de ma famille est noire, comment on peut, hein, ça peut arriver. Mais quand même, elle se disait, non, voilà, moi, je ne veux pas l'histoire. Et Dieu merci pour ma mère, comment tout est né. Ben, il n'a rien de moi, en fait, il ressemble à son grand-père, à son papa et tout. Et à l'instant où mon fils est né, ma mère m'a littéralement oubliée. Sa vie, c'était cet enfant, ce fils qu'elle n'a pas eu. Mes sœurs et moi, on faisait de la figuration, on était des pots de fleurs dans la maison, mais il ne fallait pas que l'enfant pleure. Mais l'enfant pleure quoi? Mais l'enfant, ma mère était aux anges. Et des fois, je la regardais en me disant, mais c'est pas toi qui m'as cassé la gueule. Quand tu allais étudier à l'étranger, c'est elle qui s'en est occupée? Ah, mais la question se posait même pas. Les deux mamies étaient en mode, mais non, mais tu nous laisses l'enfant. Mais c'était des guerres de qui l'a le week-end, qui l'a ici. L'autre, quand ma mère ne lui emmenait pas l'enfant, elle venait squatter chez nous. Mais c'était l'enfant roi chéri. Et je me souviens, mes sœurs, c'était ses boyesses. Jusqu'à 4 ans, le petit voulait même pas marcher. Il est sorti face à la porte. Elle me dit, porte l'enfant, c'est quoi? Hein? Ta sœur n'est pas là. Elle s'occupe de vous. En fait, tout était mais un prétexte à célébrer ce premier petit-fils qui était un fils de substitution pour ma mère. Et puis, parce que j'étais si loin, donc ma mère compensait, mais je te jure, c'était une fraction de seconde. Quand ma mère a vu le bébé, c'est comme si Harry Potter, nous, on a disparu. C'est comme si elle n'a jamais eu de palabre avec moi. Il fallait que toute sa famille vienne voir son petit-fils, mais je n'ai pas eu de l'Immaculée Conception, madame. Ma mère n'en avait plus rien. Et le papa, finalement? Le papa, comme il était en France, donc il fallait qu'il vienne au Gabon, mais cet enfant a eu tant de mamans, mais c'est vraie maman, hein, parce que c'était ses deux mamies. Et ma mère a tellement aimé mon fils que même nous, des fois, on était écœurés.
mais allô, Yannou, non, comptez pour des prunes. Donc, il y a cette bascule aussi qui peut se passer chez les parents qui a fait que ça n'a jamais été un fardeau qu'on a traîné, ma mère et moi. Elle était tellement reconnaissante que pendant mes études, j'ai eu mon deuxième, quand j'étais en 3e année. J'étais à distance, donc je craignais moi. Et par la force des choses, mon fils est né exactement le même jour que ma mère. Je savais même pas. Donc c'est demain, on a 19 ans demain, ma mère aurait eu... Le chef cuistot. Le cuisinier. Et quand je suis rentrée donc en vacances avec ce deuxième bébé, et ma mère a seulement dit à Nibé, non, là où tu vas terminer aux États-Unis, là, tu me laisses l'enfant? Non, je dis, en fait, oui, c'est ce que je suis venue faire. Et c'était le centre de l'univers de ma mère maintenant. Ces deux petits garçons, elle faisait rien sans eux. Même quand je suis rentrée, mes fils me calculaient pas. Quand ils disaient maman, bon, moi je répondais, ma mère répondait, ma soeur répondait. Et puis regarde, non, toi tu ne fais pas. Faut choisir en fait laquelle de nous à laquelle ils s'adressent. Et ils ont été noyés par tant d'amour maternel et de leur tante que jusqu'à aujourd'hui. Hein, donc l'aîné, c'est le fils de ma soeur qui me suit. Le dernier, c'est le fils de ma soeur qui vit à Londres. C'est pour ça que quand il a eu le bac, elle a dit « Oh non, pardon, vraiment l'enfant à Londres ». Il y a vraiment ces liens là où... Celle qui vit à Londres, c'est la dernière qui a eu le bébé. Voilà, qui a ma nièce qui me ressemble totalement. Donc il y a vraiment et c'est pour ça que je te dis, on voit toujours le visage de ma mère partout en nous. Ou ce qui peut être considéré par certains comme un parcours un peu chaotique, où l'enfant est venu trop tôt ou trop tard. Ça reste une bénédiction dès l'instant où you step in, et puis you do the job. Moi, j'ai eu beaucoup de chance d'avoir ma famille à mes côtés, qui m'a entourée. Moi-même, j'ai été élevée comme ça par beaucoup de mamans. Mais après, je me dis, c'est un modèle que je veux rompre chez mes enfants. Et je vais à leur dire, prenez le temps de vivre, de finir vos études, de travailler. Donc, mes filles sont en projet là, chacun dans 2 ans, au terme de leurs études, d'avoir mis une certaine somme de côté. On les a challengés entre 12 et 15 000. Ma soeur a dit, si vous avez 15 000, je vous complète 5. Moi, je rajoute 10 dessus. Vous avez un apport pour acheter. On essaie de leur donner d'autres priorités que tout de suite, parce que voilà, tu es en âge de procréer, tu vas les procréer. De voyager, de vivre leur vie. Il n'y a pas la chair de tes petits frères, tes petites sœurs, rien de tout ça. Et surtout, j'incite vraiment mes enfants à trouver leur voie. Et demain, quand ils seront parents, que ce soit après avoir joui de la vie autant que possible, pour ne pas, des fois, leur sortir ce qui m'arrive de leur dire « Si c'est pas vous, là, j'allais être chanteuse. » Moi, j'allais vivre en Australie, ils me disent « Maman, tu chantes même pas bien. » Je dis « Si, moi, je chantais bien au karaoké. Hein. » Mais c'est vrai que dans mes autres rêves cachés, il y avait, oui, l'envie de faire une petite carrière à la Carla Bruni. J'ai ce genre de petite voix qui monte pas haut. Juliette, là. Mais qui passerait. Et ça, on me le disait à la chorale de la famille. Et puis au lycée, on chantait aussi. J'aurais voulu. Voilà. Donc, il y a vraiment cette idée de maternité ou de paternité précoce que je veux aussi enlever à mes enfants. J'ai réussi à le faire avec mes sœurs. Ma sœur a eu sa fille à 30 ans, ce qui, dans nos familles, hein, c'est des records de longévité avant d'avoir nos enfants. Et je regarde la plupart des... Et celle qui est au milieu? Celle qui est au milieu avait 25 ou 26 ans. Elle avait fini aussi déjà les études qu'elle voulait faire. Mais ça, parce que je faisais ce truc-là. Quand elle me disait, oui, machin, avec mon copain, bon, on va quitter la cité, on va habiter ensemble. Prenez tomber ensemble. Ce sont les réflexes, en fait. Elle dit, bah non, mais déjà, je prends la pilule et puis, machin. Mais en fait, je voulais tellement pas. Je dis, tu vas gâcher ta vie, mon argent que je paye. En fait, je ramenais toujours ça, à la limite, à du matériel. Mais à la limite, c'était sa décision. Elle est malade, quoi, si elle veut. Et puis, quand ce bébé est né, pareil, je fais comme ma mère. Et j'étais tous les jours à dire à ma soeur, oh, tu veux pas me laisser l'enfant? Elle dit, bah non, je suis mariée. Je dis, mais c'est pas grave. Vous travaillez à Londres, c'est dur là-bas, vous la récupérez dans 2-3 ans. Je suis exactement comme ma mère, où je suis dans cette position de, donnez-moi les enfants. À mes sœurs, mais à mes filles, si quelqu'un fait un enfant ici, vous allez me sentir. J'essaie de rompre ça. J'ai aucun problème avec le fait de faire des enfants. J'aime beaucoup parler de ma maternité précoce pour dire aux gens, même si j'ai fait le job, c'est pas facile. Donc, n'y allez pas pour ensuite abandonner en chemin. On ne rend pas en boutique un enfant. Et dites-vous qu'il y a une part de vous que vous allez sacrifier. Du coup, mes enfants vivent aussi avec cette idée de maman, quand on va travailler, on ne veut plus que tu travailles. Je dis, comment je vais dépendre que de vous? Jamais! Moi, je suis une femme indépendante, hein, vous n'étiez pas née que je travaillais. Donc, il y a vraiment cette idée aussi. Et puis, ils ont une sœur. Je veux qu'elle voit qu'une femme ne dépend pas d'un homme. Une femme se prend en main. Elle fait, ouais, mais maman, toi, tu vas tout me payer. J'ai dit, mais c'est pas pareil. Ah, ça marche pas pareil. trop cute. Mais quand tu seras grande, tu vas tout payer toi-même. Oui, mais
s'il manque de l'argent, tu peux me prêter. Je dis non, tu vas travailler, ma chérie. Tant que tu ne travailles pas, on est là pour t'aider. Alors, il nous reste environ 10 minutes encore. Tu parlais tout à l'heure du regard des gens, du fait que ta maman, en fait, finalement, quand tu es tombée enceinte, c'est même logique, c'est même humain, je crois. Qu'est-ce que les gens vont penser? Quand tu es devenue adulte et que tu as eu 4 enfants de 3 papas différents, quel est le regard que tu as eu? Parce que maintenant, c'est toi, en tant que personne. Est-ce que toi aussi, tu étais en mode, qu'est-ce que les gens vont penser? Jamais. C'était comment tu... J'ai pas l'impression que mes enfants sont plus ou moins bien parce qu'ils ne partagent pas exactement les mêmes génomes. Chez nous, il n'y a pas la notion de demi-frère, demi-sœur. C'est des parcours de vie. J'avais 17 ans, j'ai eu un enfant tôt, la distance a fait. Même si on avait été dans le même pays, peut-être qu'on serait pas restés ensemble. Le deuxième épisode, pareil, j'étais étudiante, un peu plus consciente de ce qui se passait. Mais c'est mon éducation religieuse qui faisait que quand même l'avortement était une option qui se présente à chacun de nous, je ne l'ai jamais envisagé à cause de ma foi. C'est quelque chose que je n'arrivais pas à faire. Et donc, beaucoup de gens auraient pu être maman comme moi. Mais elles ont pris cette décision-là. Et je ne le juge absolument pas. Je n'ai juste jamais eu le courage. Je suis toujours tombée amoureuse de mes embryons. Ouais, même pas un fœtus. À l'instant où je savais que j'étais enceinte. J'avais déjà cette envie de voir ton enfant, une fille, est-ce que c'est un garçon? Depuis que j'étais petite, je voulais être maman de plein d'enfants, d'avoir 7 gosses. J'étais le genre d'enfant, quand on arrive dans une maison, quand il y a un bébé qui refuse les gens, moi, tout de suite, il va m'accepter. Je suis un aimant à enfant. Et donc, à chaque fois que je suis tombée enceinte, à l'instant T, j'ai accepté l'idée. Je me suis dit, voilà, quel qu'en soit le prix. Et malheureusement, pour les 2 premiers, les pères, c'était pas dans leur plan, forcément. Et donc, ils se disaient, oui, mais bon, si tu le fais, moi, je t'ai pas dit de le garder. Mon gars, c'est pas grave. Donc, j'ai toujours assumé. Les derniers, je me suis mariée. Donc, mais je n'ai jamais eu un sentiment que c'est des grossesses plus... Tiens, je peux parader avec autre chose. Elles étaient juste planifié. Même pas. Mon 3e fils, oui. Ma fille, non, elle est arrivée par accident. Et là, en revanche, j'ai envisagé un avortement parce que mon dernier n'avait que 9 mois. Je me suis dit, bah non, j'ai 5 ans d'écart entre tous les enfants. Il voulait attendre au moins 5 ans, profiter de ce fils-là et tout. Et je n'aimais pas aider son père. Il disait, oui, mais imagine, t'es une fille. J'ai dit, mais non, je sais que c'est encore un garçon. Moi, je sais que les garçons... Et Diane, quand ils sont dit, c'est une fille. Pareil, j'ai abandonné tous mes fils. J'ai dit, adios, vous ne connaissez plus. Moi, j'avais une fille dans 5 mois. J'ai pris le billet direct Paris. Boulevard Bonne Nouvelle, là, Aubert, tout ça là, je tuais les trucs en rose, j'allais avoir une fille, des poupées, l'enfant n'est même pas né, mais toute ma vie était rosée, et ma fille, des fois, elle dit à ses frères, mais vous, cette maman s'en fout de vous, elle aime que moi, mais tellement je l'ai noyée d'amour. Mes filles savent que je les aime évidemment, mais je n'ai jamais fait fi du regard des gens. Je suis quelqu'un, en fait, qui part du postulat que l'opinion des gens ne définit pas qui je suis, ne paie pas mes factures, ne me grandit pas, j'ai une très haute opinion de moi-même. Même quand, enfant, on ne me disait pas telle ou telle chose, j'étais consciente de ce que j'avais, ces atouts-là. Et je n'ai jamais pensé, même quand on se moquait de moi au lycée ensemble, que j'étais moins bien, que j'étais une différente China. Et d'autres disaient, oui, mais elle va redoubler. Jamais. Chacun de mes cours avec la même aisance. J'avais sommeil, certes, mais je ne comprenais pas, en fait, est-ce que l'enfant va nous sucer une part du cerveau? Non, c'est impossible. Donc, je n'ai jamais vu une grossesse ou la maternité comme quelque chose dont il faut avoir honte. Et s'il faille avoir honte, ce n'est pas le parent qui fait le job qui doit avoir honte. C'est ceux qui se lavent les mains. Et quand on parle de parents célibataires, on dit peu souvent un père célibataire, on dit toujours une mère célibataire. Mais dès l'instant où le père n'est pas que la mère, c'est un père célibataire aussi au passage. Mais on a tendance à vouloir faire du mot de l'expression mère célibataire quelque chose de péjoratif. Moi, je trouve qu'on doit leur donner des galons, on doit les respecter parce qu'à moins d'avoir été à leur place, d'élever un enfant seul, on n'a aucune idée de qui on se moque. On n'a aucune idée voilà. Je pense qu'on ne se moquerait jamais d'une grand-mère qui élève ses petits-enfants. On ne se moquerait pas d'une femme qui élève des enfants dans son quartier qui sont seuls. Pourquoi on va se moquer de celle qui élève ses enfants seuls? Ouais, c'est vrai. Et aucune femme, au passage, ne tombe enceinte en prévoyant qu'un jour ça tourne mal, que le géniteur s'en aille, ne soit pas là, ne fasse pas sa part du boulot. J'ai vu hier sur Twitter, c'était le feu, une jeune fille au Cameroun avec un enfant d'à peine 1 an qui, parce qu'elle a laissé le bébé chez son père pour aller fêter le 24-25 avec des amis, il lui aurait cassé la gueule, traîné par les cheveux dans le quartier et tout. Et sur Twitter, il y a des gens qui trouvent le moyen de la blâmer
parce qu'elle a laissé à son père la responsabilité d'un enfant le temps d'une journée. Mais le travail que font les mamans, quelqu'un nous paye, quelqu'un nous célèbre, quelqu'un nous exalte pour ça. Vous savez, je dis, respectons nos mères, hein, parce que au quotidien, c'est elles qui portent cette charge-là et qu'elles ne refusent pas. Même quand on est au bout du bout, ça c'est quand l'enfant est encore petit, qu'on manque de sommeil, on est totalement... C'est une torture qu'on fait aux gens à Guantanamo, on les prive de sommeil. Mais c'est la même chose quand on a un enfant qui ne fait pas encore ses nuits. Entre les hormones qui jouent, la fatigue, le corps qui a changé. Et puis quelqu'un va venir se moquer. Faisons preuve de... J'ai même pas envie de dire d'humanité, mais de respect. Moi, je respecterai toujours une mère. Qu'elle ait eu 7 enfants de 7 papas. Ça veut dire que malheureusement, les papas ne sont pas restés. Mais elle est restée là en tant que maman. Et je la célébrerai toujours elle. Et je ne l'invectiverai jamais. Je l'applaudirai que ma chérie, ce club-là, très prisé, très sélect. Les gens qui rient là, ils pensent que tout le monde peut faire ça. Mais beaucoup d'hommes n'arrivent même pas à le faire. Et il n'y a pas besoin de faire des statistiques. Peu de gens arrivent à élever des enfants seuls, comme les mères célibataires le font. Alors respectons-les, et donnons-leur le crédit qui leur est dû. J'ai 3 dernières questions. La troisième, tu sais, souvent chez nous en Afrique, quand une femme a eu des enfants avec un homme qui se sépare et elle rencontre un autre homme, des fois tu vois comment on envoie l'enfant au village. Tu vois l'enfant, en tout cas moi je l'ai souvent vu au Cameroun, hein, et même au Bénin d'ailleurs. Donc la femme, son premier enfant, pour pas mettre mal à l'aise son mari qui a décidé de la prendre en mariage, elle envoie l'enfant chez sa mère au village. Et c'est quelque chose qui est complètement accepté. Ah, chez nous, non. Complètement accepté. Chez nous, c'est même tu fais venir tes frères et sœurs. Tu prends même les enfants de tes sœurs. Moi, mariée, ma petite sœur avait dit à son fils aîné, quand il était à la maternelle, il avait 2-3 ans, sauf que l'école maternelle où il allait était à côté de chez moi, à 25 mètres. Et ma sœur habitait un autre quartier. Je dis à ma sœur, bon bah écoute, je prochaine, pour faire bien les choses, il faut que ce soit toi qui demande à mon mari, devant moi. Faut pas qu'il ait l'impression que je lui impose quelque chose, un peu pour le mettre sur le fait accompli, mais aussi pour lui donner cette forme de respect que je viens te demander. Et il reste libre de dire non. Même si j'allais un peu abonder dans le sens de ma sœur. Mais on avait des arguments factuels. Shane est avec sa maman, sa mère travaille, elle part le matin, il est avec la nounou quand il rentre d'école à midi, il est à la maternelle, il est seul l'après-midi. Mes enfants sont à la même école, le même quartier, dans le même quartier, leurs écoles sont à côté, que c'est plus simple en fait. Et en plus, ces quartiers résidentiels où tu as les écoles françaises là, il y a des embouteillages le midi, pas possible. Donc même quand elle vient le chercher le midi, c'est du temps qu'elle perd sur son travail et tout. Donc ils comprenaient l'aspect logistique, peut-être moins le culturel, où on voulait pas que l'enfant soit seul et qu'il grandisse avec techniquement ses frères et sœurs. Moi, mes enfants et les enfants de mes sœurs sont des frères et sœurs. Ils savent que leurs tantes sont leur maman. Il n'y a pas ce distinguo-là. On dit juste maman telle, et puis quand c'est ta maman, tu dis juste maman simple, sans rajouter le prénom. Et du coup, moi, j'ai élevé mon neveu à 7 ans, il me semble. Sa mère venait le prendre le week-end, mais il était tout le temps avec moi, de la manière la plus naturelle du monde. Je n'ai pas grandi dans une famille. Encore une fois, parce que je t'ai dit, chez moi, les femmes commandent. Donc, qu'une femme va aller se plier chez un homme et de dire « Ah, moi, je vais laisser mon enfant et tout », tu amènes même ta petite sœur. Ma petite sœur vivait avec nous avant de venir faire ses études en France. La plus grande était un peu plus âgée, elle est internat quand ma mère a décédé. Mais la dernière n'avait que 16 ans. Il était hors de question que je mette qui que ce soit à l'aise. Ma grand-mère qui était malade, elle vivait dans la dépendance. Je sais que certaines personnes le font, mais ça dépend de notre capacité à dire, à exiger. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil? Parce que j'ai souvent vu ça et je suis chaque fois. Tu te maries demain, vous pouvez vous séparer. Quel est le regard que tu vas porter sur ton enfant? Que tu l'as littéralement abandonné. Mais enfin, ça s'appelle des familles recomposées. Est-ce que les maris qui, eux, arrivent avec des enfants demandent à la femme son avis? On doit élever les enfants des autres aussi. En fait, c'est une question qui ne se pose pas. Je ne peux pas concevoir qu'on intègre quelqu'un dans sa vie et pas la progéniture qui vient avec. Je ne peux pas imaginer que quelqu'un, même sans aimer mes enfants, et je ne peux pas imaginer aimer quelqu'un sans aimer ses enfants, son père, sa mère, avec la même déférence que j'aurais vis-à-vis de ma mère, sans considérer ses frères et ses sœurs comme les miens. Comment peut-on décemment envisager de séparer un enfant de sa mère, une mère qui va grandir en mettant d'autres mondes, qu'il va considérer comme eux, ils ont eu ce que je n'ai pas eu, la présence, l'amour, etc., la validation. La figure paternelle qu'on aurait pu être, ou maternelle pour un enfant, on choisit de ne pas l'être. Je sais que les gens le font, mais dans mon ADN et la famille d'où je viens, personne,
moi, j'ai été élevée par mes tantes, les tantes de ma mère. Ma mère, son père est décédé très tôt. Ma mère a été chez beaucoup de ses tantes. On prend les enfants chez nous. Les grands-parents, on les voyait en vacances parce qu'on les laisse se reposer. Mais on prend les enfants. Si toi, tu t'en es sorti, tu prends l'enfant de ton frère, de ta soeur, mais tu vas certainement pas l'abandonner je ne sais où parce que tu refais ta vie. Parce qu'une chance sur 2, ce mariage n'arrive pas à terme. Les enfants se connaissent à peine. Il y en a qui ont développé un sentiment d'infériorité, d'autres de supériorité, de légitimité, d'autres d'illégitimité. C'est juste une aberration pour moi. Mais je sais que les gens le font. C'est dommage parce que les dégâts psychologiques qui peuvent être créés et émotionnels chez un enfant qui a été séparé de cette manière-là d'un parent, c'est pas parce qu'ils n'avaient pas le choix, parce qu'ils ont fait ce choix. C'est ça qui est difficile. Moi, je sais que mon fils aîné, j'ai eu un peu de mal avec lui au début parce qu'il ne me considérait pas comme sa mère. Pour lui, sa mère, c'était ses grands-mères. Et il fallait que je fasse le travail, même d'autorité, ou qu'on lui disait un truc, ouais, limite, il s'en balançait du haut de ses 6 ans, quoi. Je dis que moi, je suis hey. C'est pas ta grande ça. Je suis ta maman. Aujourd'hui, mon fils, depuis qu'il a 6 ans d'ailleurs, il sait, hein, maman, c'est maman. D'ailleurs, c'est le seul, les derniers me répondent beaucoup. C'est le seul, je dis un truc, oui, maman, oui, ils discutent rien. Mais aussi parce qu'on donne plus de liberté aux petits. On est un peu plus fatigué, on est un peu plus souple. Des fois même les aînés se disent oh c'est moi j'avais fait ça. Je dis ah laisse c'est ma fille. Du moment tu vas fabriquer à manger, je dis non je vais fabriquer une femme indépendante libre de ses propos. Alors si on te suit sur les réseaux, on sait que tu es amoureuse depuis un moment. Depuis toujours. Tu es amoureuse de la vie. Juste que je ne parle pas de ma vie privée parce que j'aime la garder privée. Et puis, à de rares occasions, on me pose des questions dessus. J'aime pas trop envoyer les gens dans les roses. Mais c'est une part de moi que... Par exemple, je ne montre pas beaucoup mes sœurs non plus. Oui, tout à fait. Parce que souvent, en face, il y a des gens qui ne veulent pas. Voilà, les réseaux sociaux, c'est pas leur vie. Mes enfants, même mes aînés, plus ils grandissent, moins on les voit. Oui, tout à fait. Mais quand ils étaient petits, je partais du principe, maman qui commande, ah, souriez. Des fois, ils ne veulent pas sourire. Mais voilà, c'est juste... Il y a des adultes qui ne sont pas à l'aise avec ça. Et puis, ça fait partie aussi de leur vie moi, ça fait partie un peu de mon travail. Et donc, j'ai jamais jugé utile de les montrer outre mesure, au point que les gens... Je pense que la fois, j'ai posté une seule fois mon frère, pour me dire « Ah, tu as un frère !» Comme si c'est un prix Nobel de la paix. Non, c'est juste un frère. Petit frère. Mais les enfants, oui, toujours très généreusement, je montre les enfants. Et du coup, d'aucuns ont tendance à imaginer que je suis seule... etc. Non, mais vraiment par pudeur. Récemment, c'était Philippe Simon qui... alors là, le piège était bien tendu. Oui, j'ai vu la vidéo. La vidéo, mais tu as à la fin là, tu as... Non, j'ai dit que Philippe, je vais tout te donner. Comment tu me fous de la paix? Et du coup, même la personne concernée me dit, je sais que t'as fumé, Je dis non, pas du tout, mais Philippe m'a tellement tanné. Oui, j'ai vu la vidéo. En fait, c'était vers la fin. Mais dès le début, à l'entendre, j'avais dit, je te préviens. Je t'ai googlé, dans les recherches Google. C'est ce qui sort en ah ouais, quand même, d'accord. Et je sais que, même si on devenait grands-parents demain, c'est pas... Il y a des gens qui sont très mal à l'aise. Parfois, c'est des parents à nous qui n'aiment pas... allez, là-bas, vous sur le téléphone, là. Pour X ou Y raison, donc... Et comment tu gères, justement, ta vie de professionnelle, ta vie de maman et ta vie de go amoureuse, de go dans le dolo. La question que je déteste le plus, parce qu'on la pose jamais aux hommes. Oui, mais je pense que dans la vidéo, même avec Philippe, tu le dis déjà, oui. On donne jamais aux hommes. Comment on gère tout? Tu prends n'importe qui, comme je sais pas, tu prends une maman au pays, elle va au marché, et puis le soir elle rentre, elle fait à manger. On compartimente, on fait du mieux qu'on peut. Rien n'est parfait, mais on imagine que on a tout bon 20 sur 20 dans tout. On fait du mieux qu'on peut, on trouve le temps pour tout. Une femme qui va dire oui, moi je veux faire mes études, je veux travailler, même si je suis mère, elle trouve le temps pour ses études. Si elle dit oui, je veux faire des cours du soir, c'est juste trouver le temps. When you care, you make time. Et du coup, ma priorité, c'est pour ça que je dis en fait, j'aime bien aimer les gens de loin parce que tout ça, ça demande du temps. D'être trop socialement engagé avec les gens, ça demande du temps. Et j'essaie tellement de prioriser parce que le temps est très précieux. On n'a que 24 heures dans une journée et mes 24 heures vont en priorité à mes proches, à ma famille, à mon travail, à ces réseaux sociaux qui prennent une place de plus en plus importante dans mon travail où ça se bat encore un peu à 50-50. Mais cette année, à cause non, le coaching est passé au-dessus. À cause du Covid, j'ai eu beaucoup plus de missions en coaching que d'habitude parce que je pense que les gens se sont dit si je meurs, oh là là, j'aurais pas lancé tel ou tel projet. Donc j'ai accompagné plus de gens que les années précédentes.
Mais de plus en plus, en fait, Instagram me sollicite des collaborations avec des marques qui payent vraiment très très bien. Oui, j'ai vu récemment Evian, j'étais trop contente. Et Bravo. voilà, et là, Disney, bah tiens, dès que je termine là, il faut que je poste un truc pour Disney, le tout nouveau film de Disney, je fais un peu de promo, qui s'appelle Soul. Avec un personnage noir, tous les personnages sont noirs, c'est un super film sur la musique, c'est Jamie Foxx et Angela Bassett qui font les voix américaines et tout, sur l'amour de la musique. Ah, ça, tu vas me donner combien? Tu fais la pub. Je te fais le coca. Mais c'est juste cette notion aussi de rester vrai. Mais rester vrai sur les réseaux sociaux ne veut pas dire montrer jusqu'à son intimité toute sa vie. Mais je montre ce qui me met à l'aise. Et si ça me mettrait à l'aise, moi, dès l'instant où ça met les autres personnes concernées mal à l'aise, alors je ne le fais pas. Et du coup, par exemple, les gens, mon dernier fils, il a horreur de ça. Et donc, on le voit de plus en plus rarement. S'il voit même ma caméra, il se casse. Ma fille, dès qu'elle voit mon téléphone, elle est prête. Pause, vogue, direct. Voilà, maman, vas-y, filme-moi, tout ce que tu veux. Donc oui, de moins en moins, on voit mes enfants parce qu'ils ont grandi. Et je respecte ça. Et certainement, dans 2 ou 3 ans, si ma fille adolescente en a marre, on ne verra plus. Et les gens qui me suivront récemment vont penser, voilà, je suis une femme seule, avec mon chien, qui a une nièce, qui ne boude pas encore à l'idée d'être dans les photos. Qui n'a personne, et c'est pas faute de vouloir, mais c'est par respect et égard pour mes proches qui ne veulent pas être mais c'est tous des gens bien. Et comme je disais dans la vidéo avec Philippe, je souhaite à tout le monde d'avoir les amis que j'ai, le compagnon que j'ai, les enfants que j'ai, les sœurs que j'ai, la famille que j'ai. Je sais regarder plus ce qu'ils ont de bien que ce qui leur manque. Et ce j'attends aussi la même illusion vis-à-vis de moi. Dieu sait que je ne suis pas parfaite. Ma dernière question, c'est qu'est-ce que tu aimerais dire là à tes enfants? Que je les aime, que s'il fallait recommencer, je le referai, j'espère, dans nos autres vies, qu'on se retrouvera, peu importe l'ordre dans lequel ils viendront, que dans les autres vies, voilà, je prie pour que Dieu me choisisse à nouveau pour être le vaisseau par lequel ils viendront sur Terre, et que ces nouvelles vies-là puissent-elles être fascinantes, qu'on ait d'autres métiers, d'autres choses, mais pitié qu'ils ne choisissent pas quelqu'un d'autre pour être leur maman et qu'ils n'aient pas peur. Je le souhaite, comme ma tante me l'avait dit, de partir avant eux, mais qu'ils n'aient jamais peur. Parce que je serai toujours là, dans le sang qui bat dans leurs veines, dans leur chair, dans leur manière de rire, dans les petits plats qu'ils vont cuisiner, dans ce que je leur ai transmis, dans leur identité, dans les souvenirs, et que je les attends de l'autre côté, comme je sais que ma mère m'attend. C'est ce qui fait aussi que j'ai un rapport très paisible à la mort. Sans être pressée de mourir, je sais que je serai en paix ce jour-là, l'idée de revoir ma maman. Et Diane, qu'est-ce qu'on va se parler? On va dire les choses. Tout ce que j'ai pas pu dire dans le podcast et tout ce que j'ai pas pu lui dire de son vivant, je lui dirai à ce moment-là. Et pour l'éternité, on se parlera. Est-ce qu'il y a un dernier mot que tu veux partager aux auditeurs ou aux auditrices? Dites à vos mamans que vous les aimez. Merci beaucoup, China. Chers auditeurs, nous voilà à la fin de ce premier épisode de la saison 2 de Si Maman m'avait dit, en compagnie de China. J'espère que ces mots, son histoire, ses sourires, ses doutes, ses expressions vous apporteront un peu plus de lumière dans votre vie. N'hésitez pas à nous donner vos feedbacks via notre compte Instagram ou en commentaire sur Twitter notamment, en utilisant le hashtag Si Maman m'avait dit. Et d'ici là, on se donne rendez-vous dans 2 semaines. Merci China, merci tout le monde.